Elle s'apercevait que les populations qui étaient plutôt douées au départ, au moment où ça devenait très dur, proportionnellement, abandonnaient plus que ceux qui n'étaient pas doués au départ, qui avaient dû dès le début apprendre à travailler. On se rend pas compte à quel point, entre 0 et 6 ans, tout ce qui se passe. Si ton enfant, tu le valorises, après, faut pas partir dans l'opposé. Mais c'est là que tu crées aussi déjà, je pense, le début de ce fameux mindset, finalement. Il y a des paramètres sur lesquels travailler pour développer ce mindset de croissance. Premièrement, c'est le système de croyance. Je suis pas capable, je vais pas y arriver, je mérite pas, je suis pas légitime, tout ça qui sont des croyances, en fait, limitantes, comme on appelle, ou qu'on s'est forgé soi-même, en fonction des expériences, des héritages. On est dans une société quand même très négative, où naturellement le cerveau il est plus attiré par le négatif que par le positif. Le mindset, tout le monde aurait intérêt à le développer. Alors bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue dans cette nouvelle de Wildcard, un nouveau podcast. Wildcard, dans le monde du tennis, c'est une invitation. Alors c'est une invitation à une joueuse, un joueur qui a un potentiel, qui est en plein développement, ou peut-être aussi une ancienne gloire qui va nous attirer du public. On ne sait pas trop. Et aujourd'hui, on est un peu entre deux avec Olivier Klinger, que j'invite pour nous parler du mindset. C'est un thème que moi, je trouve assez passionnant. Et je dois dire que quand je me suis intéressé plus au mindset, au tout départ, quand on ne sait pas trop, on prend ça un peu à la rigolade, on dit ouais, voilà encore un terme anglophone pour dire état d'esprit. Et je trouvais ça assez marrant quand on ne connaît pas, finalement, on prend des raccourcis et ce n'est pas les bons raccourcis. Et je pense que ce sera aussi très intéressant de parler de ça, Olivier. Et puis, ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on collabore et que toi, tu es pour moi un spécialiste du mindset. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, s'il te plaît? Je suis dans le domaine, on va dire, de l'accompagnement. J'accompagne autant des athlètes que des managers, que des personnes qui cherchent à développer leur potentiel. On appelle ça coaching. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais quand même, pour utiliser des termes simples. C'est ce que je pratique, autant justement donc dans les entreprises que sur le plan individuel et avec des athlètes. Et j'ai 57 ans. Voilà, passionné par le sport, entre autres. Et puis le reste, peut-être qu'on découvrira un petit peu plus tard. Absolument. Je pense qu'au fil de la discussion, on va comprendre un peu mieux qu'est-ce qui t'a amené à ça. Parce que c'est souvent lié à son chemin de vie, hein, et ça part souvent depuis l'enfance. Deux Olivier, un peu je dirais, des parcours qui sont un peu semblables à différents niveaux. Bon, on va le comprendre au fil de ce podcast. Bon, on va commencer gentiment avec le premier set, hein, une petite... c'est plus qu'un échauffement parce qu'en premier set, on est déjà dedans. Mais la première question, qui n'est pas une question si simple, c'est comment pourrais-tu définir le concept de mindset en quelques mots? Et justement, c'est bien plus qu'un simple état d'esprit. Et j'adore cette question pour introduire le sujet. Après, évidemment, on va trouver plein de spécialistes, experts qui vont avoir des définitions différentes sur le sujet. Donc c'est extrêmement compliqué, enfin complexe, disons, de définir le mindset simplement. Mais j'ai quand même trouvé, juste bêtement en cherchant sous la rousse, manière de penser, façon de penser. Donc déjà, c'est peut-être une première notion simple. Ensuite, justement, je connais très peu de personnes qui font la distinction entre mindset et état d'esprit. Euh, Peut-être qu'avec un apport de langue, on va pouvoir déjà commencer à distinguer les choses, parce que si on prend les langues étrangères, donc l'anglais étranger pour nous, mais l'anglais, état d'esprit, c'est state of mind. Donc, c'est pas mindset. Mindset, state of mind, en anglais, c'est autre, c'est différent. En allemand, on a Denkweise et Geisteszustand. Geisteszustand, c'est l'état d'esprit. Et c'est que en français, curieusement, dans la plupart, si tu vas sur des moteurs de recherche, tu vas sur plein de recherches de traduction ou d'explication, tu vas trouver une espèce de traduction pour mindset en français, état d'esprit. Et comme dit, je connais très peu de personnes qui font la distinction, mais grâce, on va dire, à un de mes mentors, ami et très cher, frère de cœur, on va dire même, qui se prénomme Alexandre Caillet, il a travaillé, lui, pendant plus de 20 ans sur cette notion, justement, d'état d'esprit, avec une influence anglophone, puisqu'il est à Boston, il est aux États-Unis.
Et donc, il a développé une approche qui s'appelle The Power of State of Mind. Et c'est grâce à lui, en fait, depuis plus de 20 ans, dans tout début de ma formation de coach, ça fait bientôt 30 ans maintenant, où il était venu nous présenter la voie de la pensée, donc, qui est un processus qui part de la pensée, les sentiments, qui peuvent éventuellement générer des émotions, qui vont ensuite influencer nos comportements. Et donc, c'est ce qu'il décrit comme l'état d'esprit. Donc, aussi, on pourrait dire, comme son nom l'indique, c'est un état qui varie d'instant en instant. Le mindset, c'est tout autre chose, quelque part, pour moi. Alors, j'ai essayé de faire une analogie ou de trouver des termes pour expliquer le plus simplement possible. Je dirais que si on prend, de toute manière, on parle du cerveau aussi, comment le cerveau fonctionne. Donc, on pourrait dire que le cerveau, c'est comme le processeur central, et puis que le mindset est le système d'exploitation. C'est exploitation de l'information. Donc, c'est, on va dire, la mécanique, ou comment est-ce qu'on va traiter l'information. Et puis après, derrière, si on va chercher qu'est-ce qui définit ou qu'est-ce qui conditionne le mindset, on a tous nos systèmes de valeurs et croyances, on a le concept de soi, donc estime, définition de soi. Donc c'est assez complexe de d'écrire très très simplement, mais je dirais voilà, donc le processeur, c'est le cerveau, le système d'exploitation donc avec lequel le processeur travaille pour traiter l'information, bah, c'est le mindset. Et l'état d'esprit, donc c'est un état, donc c'est comme on pourrait dire un phénomène physiologique, donc c'est complètement différent. En fait. est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une certaine manière, parce que tu sais que moi je travaille aussi beaucoup sur les profils psychologiques Oui, et les tempéraments, que finalement, l'état d'esprit, c'est un peu ton tempérament. Tu auras des gens qui auront certains types d'état d'esprit naturels. C'est le côté, pour moi, un peu inné. Et puis, le mindset, ce serait plutôt le côté l'acquis. C'est acquérir un état d'esprit. Est-ce que ça peut te parler? alors si je reformule peut-être pour voir si je comprends bien ta proposition, c'est que en fait tu dirais que c'est que l'état d'esprit est quelque chose de plutôt inné. Oui, Parce que tu parles de tempérament. Moi, je distingue exactement. encore les Ouais, choses. tout Pour à moi, fait. c'est encore pas Oui. tout à fait la même chose. Effectivement, puis bien qu'on voit aujourd'hui que il y a eu des recherches qui suggéraient que le tempérament était quelque chose qui était fixe, figé, qui bougeait plus. Ouais. On voit aujourd'hui avec les neurosciences notamment qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui bougent. Ouais, c'est Donc, la neuroplasticité, ouais, on le entre sait. Ouais. autres, ouais, ouais. Et puis, donc je pourrais pas. Enfin, moi, je le définirais pas exactement comme ça. Vraiment, c'est vraiment deux choses complètement différentes, en fait, l'état d'esprit et le mindset. Ouais, c'est ce que Mais moi je voulais dire oui, justement, alors c'est-à-dire dans ce que sens, justement que l'état d'esprit serait plutôt justement quelque chose d'inné et que le mindset, on va acquérir un mindset et que ça se travaille, que ouais. ça se développe. Alors non, alors prenons un exemple concret. Euh, Là, je suis rentré de la montagne. J'étais ce matin, j'ai eu le plaisir d'aller faire une rando à ski. C'était magnifique. Et puis je prends l'autoroute et il y a un radar sur l'autoroute. Heureusement, j'étais averti au préalable. J'avais quelqu'un qui me précédait, donc qui m'a averti. Mais ça m'est arrivé d'être passé par là puis de me faire choper. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais flasher. Merde! Et alors, moi, je suis vraiment. Là, j'ai pas un mindset de croissance quand ça m'arrive. Je pense comme beaucoup de personnes, mais voilà, je prends tous les noms possibles du dictionnaire et du nom en dehors du dictionnaire. Enfin bref. Et je vais m'énerver. Je vais être en colère. Donc, je vais être dans un certain état d'esprit. Mhm. Peu importe le mindset que j'ai. Mais mon état d'esprit, il va tout le temps changer. Et en fait, quelque part, oui, il va être influencé peut-être sur la durée par mon tempérament. Il y a des personnes qu'on peut dire ont des états d'esprit peut-être plus positifs ou plus combatifs, qui seront liés au tempérament. Mais mécaniquement, l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire de neutre, en fait. On a tous ce processus-là. Et juste si on parle que de l'état d'esprit, c'est vraiment un état qui est la conséquence d'un processus, Ouais. pensée, sentiment. Mais là, tu vois, si moi je rebondis sur mon domaine, le flash, c'est l'adrénaline, la noradrénaline. Ouais, Tu es dans le système nerveux sympathique ouais, et c'est fuite, lutte, combat. C'est le côté, putain, merde, ouais, effectivement. ouais. Mais derrière ça, tu peux vite retomber parce que tu as développé ton mindset en disant, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Ou alors,
ça te gâche toute ta journée parce que justement, Oui. tu sais pas gérer ça. Tu vois. Alors, effectivement, si on poursuit la réflexion, le mindset derrière va t'aider aussi effectivement à gérer la situation dans l'après. C'est ça. Absolument. Ouais. On est d'accord, on est d'accord. Et justement, ça nous amène aussi à parler un peu plus de toi, parce que par la suite, on va parler du mindset, entre le mindset familial, professionnel, sportif, et puis ton parcours. Tu t'y es intéressé. La plupart des gens, tu sais, dans un des livres que j'ai écrits, je mettais les psys sont toujours plus fous, plus cinglés que leurs patients, parce que sinon, ils n'auraient pas fait psy, parce qu'on est toujours finalement à la recherche de mieux se comprendre et mieux comprendre ce qui s'est passé, selon les profils de personnalité aussi, évidemment. Ouais. Et toi, si tu es d'accord de nous partager un peu ton parcours, alors on n'est pas là pour complètement refaire ton parcours de vie, vu qu'on a le même prénom puis quasiment le même âge, donc ça prendra un peu de temps. Mais vas-y, explique-nous un peu tout ce qui t'a amené à t'intéresser à ce développement. Peut-être bien que je suis arrivé par défaut un peu dans ce domaine-là, de par mon parcours de vie. Donc moi, j'ai grandi dans un milieu, on va dire, familial très instable. Compliqué à gérer pour un enfant. Et en fait, par rapport au travail que j'ai pu faire entre-temps, jusque-là, j'ai développé un certain mindset. Je n'avais pas du tout le mindset à l'époque que celui que j'ai aujourd'hui. J'étais j'avais une très basse estime de moi, très peu confiance en moi. Et en fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas heureux, j'étais pas joyeux. J'avais de la chance quand même d'avoir certaines prédispositions, notamment dans le sport. J'ai eu quelques réussites, on va dire, sans aller vraiment à haut niveau, mais j'ai réussi quelques performances, on va dire, dans le sport qui m'ont encouragé quand même à essayer d'aller plus loin. Mais je cherchais à être mieux, je cherchais à aller mieux, je cherchais des solutions pour m'en sortir mieux dans la vie, pour mieux performer éventuellement. Être plus heureux. Ouais. C'était réussir. C'était un peu, la quête, c'était moins philosophique qu'être heureux. Aujourd'hui, oui, plus. Ouais. Mais à l'époque, c'était surtout réussir à avoir du succès. Mais oui, la notion de bonheur, d'être heureux, moi, je voyais mes parents, dans ce que je percevais, et oui, ma mère aussi, c'était quelqu'un qui était très malheureuse dans sa vie. Et moi, je voulais pas être comme ça. Donc, par contre, j'étais au début exactement comme ceux que je voyais que je voulais pas être comme eux. Ouais. Donc, eux, on peut dire que leur état d'esprit n'était pas idéal pour faire évoluer leur enfant. De toute façon, les parents, ils font toujours du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont reçu. Et puis, les thématiques, comme on aborde aujourd'hui, ce n'étaient pas tellement des thématiques qui étaient traitées il y a 30, 40 ans, 50 ans. Donc voilà, mes parents sont de conditions modestes. Mon père était ouvrier, quoi. Après, il est devenu cadre, mais voilà, avec une éducation très, très difficile aussi. Et puis, ils m'ont donné ou ils ne m'ont pas donné ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils n'ont pas reçu. Donc, j'en ai voulu longtemps à mes parents, puis j'ai finalement compris aussi avec l'âge qu'à un moment donné, on peut aussi s'émanciper puis se prendre en charge soi-même. Mais j'avais une vie pas du tout satisfaisante, pas du tout joyeuse. Et j'ai quand même, par le sport, eu quelques, comme dit, satisfactions. Et puis, je suis arrivé petit à petit, j'ai pu quand même faire mon diplôme de maître de sport, d'aller à Macolin. Et puis, j'ai commencé à me spécialiser dans une discipline sportive, à être entraîneur, formateur d'entraîneurs. Puis là, tout d'un coup, dans ce qui était la transmission, en fait. Aider les entraîneurs à avoir du succès, à apporter une certaine connaissance. C'est la première fois que j'ai ressenti vraiment des vibrations. Je les ressens encore maintenant, c'est génial. C'était incroyable, quoi. La première sensation que j'avais, dire, je me sentais utile, je sentais que les gens étaient intéressés, tout ça. Et puis après, un peu plus tard, j'ai été coaché dans le cadre du job. Ouais. J'étais un peu débordé, puis j'ai dit, ça c'est génial, ça j'ai envie de faire. Je me suis formé. Parce que ton premier job, c'était quoi? Le premier job, c'était le job qui m'a permis de partir le plus vite possible de la maison. Ok. Ouais. Premier stage, j'ai eu le job, donc dessinateur géomètre. Ah ouais, d'accord. Ok. Rien à voir. Rien à voir. Puis après? Et puis après, justement, mon rêve, c'était, j'aimais le sport. J'étais pas assez doué pour aller à haut niveau, au niveau international dans le sport. Donc, le ski. C'était notamment le ski, ouais. Ski, un peu athlétisme aussi. Et puis,
J'avais le rêve de faire prof de sport, mais comme j'avais fait un apprentissage, j'avais pas de Mathieu, je ne pouvais pas aller à l'Uni. Ouais. À l'époque, C'était c'était encore pas une ouais. HES, ma Colin, j'ai pu entrer sur concours. Donc voilà, j'ai tenté ma chance, je me suis préparé pour aller, et puis j'ai pu faire cette formation de prof de sport à ma Colin. Donc après, j'ai paradoxalement, euh, je voyais mes anciens profs de sport à l'école, je voulais pas faire comme eux. Ouais. Je voulais pas me ranger déjà après une année, après 3, 4, 5, 10 ans. Et je voyais ces profs avec toujours les mêmes programmes et tout ça. Donc, je ne suis pas parti tout de suite. J'ai fait 5 ans d'entraîneur dans le ski. Et puis après, je suis plutôt passé dans le domaine commercial. Toujours dans le domaine du sport, Ok. industrie du sport, mais j'ai fait de la vente. Donc, Ouais. puis j'ai fait beaucoup de trucs différents. Mais dans le domaine du sport, tu vois, moi, quand j'ai fait entraîneur d'élite suisse olympique, il y avait quand même pas mal sur la prépa mentale, mais on n'a jamais parlé, par exemple, de mindset. Non. C'est pas quelque chose, voilà, c'est un peu, il faut avoir un bon état d'esprit, tu vois, voilà, c'est le body language. On parlait peut-être un peu de body language, tu vois, mais on parlait pas tellement de ça. Mais par rapport justement à toutes ces expériences que tu as pu avoir, comment toi tu l'utilises d'une manière, je dirais, générale, le mindset que tu as travaillé? Parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Tu vois, c'est comme si moi j'explique aux gens comment ils devraient peut-être mieux s'alimenter, comment ils devraient mieux s'hydrater, et puis que je fais n'importe quoi, ça joue pas. Il faut, à un moment donné, je pense que tu mets aussi en pratique. Oui, et puis bon, ça donne l'occasion aussi peut-être juste de contextualiser ou de dire, voilà, le mindset, ça a l'air d'être un peu la nouvelle mode. Carol Dweck, qui a développé, donc professeur Carol Dweck, de l'université de Stanford, qui a développé le concept justement de Fixed and Growth Mindset. Sauf erreur, son premier livre, elle l'a publié en 2007. Et puis ses recherches, en fait, elle les a fait pendant à peu près 20 ans. Donc en fait, je veux dire, le mindset en soi-même, c'est pas quelque chose de tout neuf. Non. Mais aujourd'hui, on en parle à toutes les sauces. Voilà, je me suis même moi formé en Success Mindset Coach. Il y a des coachs mindset, enfin bref. Donc, il y a une grande tendance sur le sujet. Maintenant, parler du mindset ou vouloir développer le mindset, en soi, ça n'a pas de sens. Il faut que ça ait une utilité. Pourquoi j'ai besoin de développer du mindset Donc, pour moi, mais ça tout le monde a quasiment besoin de développer son mindset, surtout dans une société où il y a tellement de haters, où on est dans une société quand même très négative, où naturellement le cerveau il est plus attiré par le négatif que par le positif. Donc, je veux dire, le mindset, si justement à la fin de notre podcast, les gens ont mieux compris ce que c'est, tout le monde aurait intérêt à le développer. Et moi, ça fait aussi un moment que je l'ai développé. Et que je continue de le développer parce que je trouve ça passionnant. Et tu parlais aussi de ton père, moi je peux aussi parler du mien, etc. Où finalement, tu apprends à mieux comprendre certaines choses, à peut-être accepter certaines choses, à avoir plus de détachement par rapport à certaines choses. J'aime pas trop ce terme de résilience, je préfère utiliser la surrésilience, parce que c'est comment tu rebondis par rapport à ce qui se passe. Et je pense que c'est quelque chose de passionnant qui devrait presque être mis dans les écoles. Alors finalement, il y aura quand même beaucoup de choses dans les écoles à mettre ou ailleurs. Mais je pense que c'est un thème qui est passionnant. Donc, je reviens à toi. Alors, comment tu l'utilises au quotidien? Alors, moi j'ai réalisé que j'ai commencé à m'intéresser à cette notion de mindset. Donc moi, je dirais presque que je suis parti de l'état d'esprit, puisque je dis, ça fait plus de 20 ans que j'avais découvert cette notion-là. Donc, j'utilisais aussi en coaching. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai beaucoup échangé justement avec Alexandre Caillé, sur le sujet. Et puis, en fait, je suis presque obligé de parler quand même de ce qui m'est arrivé quand j'avais la quarantaine. Donc, j'ai fait un gros burn-out. 2 ans, 6 pieds sous terre, je ne sais plus comment je m'appelais. Oui, encore quelque chose qui nous relie. Et en fait, si tu veux, je pense que jusque-là, j'avais quand même tendance à... Et puis c'est bon, je pense que c'est un réflexe de survie aussi. J'ai pas fait une psychanalyse. J'ai fait par contre tout le traitement psychiatrie, tout. Pour m'en sortir. Donc il m'a fallu à peu près 7 à 10 ans pour, on va dire, pour être de nouveau au top après. Mais je savais plus comment je m'appelais. Il fallait 2 heures pour une douche. J'avais peur des gens. Enfin, c'était vraiment...
Ouais, il n'y a que ceux qui ont fait ce que j'appelle, entre guillemets, un vrai burn-out qui peuvent se rendre compte de ce que c'est. Et puis chaque est différent, chaque Oui, expérience est exactement, différente. c'est exactement ça. Voilà, Ouais. mais c'est vrai que moi j'avais l'impression que c'était marqué débile mental quand Ouais, j'étais oui, pas bien. oui. Et du coup, en plus j'avais honte, ce qui n'avait pas de raison d'être. Mais enfin voilà, Oui, c'est encore assez stigmatisé, hein, alors qu'on sait qu'il y a 25% de la population à l'heure actuelle qui est dans un fonctionnement burn-outien, quand même. Et puis Hein. de plus en plus de jeunes aussi, apparemment. Oui, de plus en plus. Mais enfin, bref, donc jusque-là, et puis bon, de toute façon, c'était ma structure psycho-affective qui a fait que j'en suis arrivé là à un moment donné, hein, avec les expériences de la vie, mais j'étais plus dans une démarche de fuite, bien sûr, à vouloir un peu me cacher les choses, à vouloir jouer le costaud, celui qui réussit, etc., me convaincre moi-même que j'avais confiance en moi, et puis forcément, ma personnalité était quelque part bancale. J'avais un certain succès, mais très, très limité, et puis bon, bref, tout ça s'est écroulé comme un château de cartes. Et qu'est-ce que le succès ? Ouais, ça c'est aussi un vaste sujet. Et puis, je n'avais pas d'autre manière pour commencer à me remettre que de commencer à voir, en fait, ce que j'avais, le peu que j'avais. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu es là-dedans, je sais pas, tu connais un peu j'appréciais rien, quoi. J'appréciais pas un bon repas, je sentais même pas le goût. Avec les tu fais partie des morts-vivants. Moi, j'appelle ça vraiment D'ailleurs, le monde j'avais des un pote, morts-vivants. il venait toutes les semaines me voir, il me sortait de la maison pour aller courir. On courait sur les bords du lac, les gens qui marchaient allaient plus vite que moi qui courais. Quoi. Mais enfin, bref. J'ai dû commencer, pour me remettre sur pied, tu sais, juste à apprécier les petites choses que j'avais. Juste d'aller un tout petit peu mieux, Et puis en même temps, heureusement, j'avais le sport à côté. Puis j'ai réalisé que le sport, quand même, au niveau hormonal, tu sais aussi ce que ça provoque. Donc c'est en tout cas pas grâce aux médicaments, désolé pour les psychiatres qui peut-être nous entendent, mais en tout cas, alors ça m'a donné peut-être un appui, mais en tout cas, c'est pas la psychiatrie vraiment qui m'a aidé à me remettre sur pied. C'était l'activité d'abord physique. Oui. Et puis j'avais des méthodes quand même que j'avais déjà acquises auparavant, comme le travail de visualisation, relaxation, visualisation, des méthodes de programmation mentale, etc., que j'avais déjà d'avant. Et puis, par contre, je me disais, OK, dans l'état où je suis, je crois pas que ça marche. Mais je sais que ça a marché par le passé. Donc, j'ai essayé. Puis voilà, petit à petit, c'est comme ça que Mais vraiment, j'ai commencé à voir les choses positives, des petites choses. Des petits succès, finalement. C'est ramener tout le temps des petits succès. Parce que, alors je parlais même pas de succès à ce moment-là. De pouvoir recourir un peu, enfin, marcher vite, ressortir, et puis de se reconstruire. C'est vraiment se reconstruire. Mais à quel moment, donc c'est après le burn-out que tu t'es dit, il va falloir changer ma manière de penser. Ouais, c'est ça. Ma façon de penser, pour revenir à la première définition de mindset. Ouais, c'est ça. Et là, donc, tu l'as travaillé. Oui, et puis en plus, je ne sais pas si tu voulais passer à la question suivante, mais Non. J'arrivais quasiment à 50, tu vois, quand j'étais vraiment sur pied, ça allait mieux. Et puis, il y avait différentes situations, contextes qui faisaient que je pouvais pas me permettre... Enfin, je devais me reprendre en charge, je devais me former. Je devais préparer mon après-retraite parce que, voilà, il fallait que je continue probablement à travailler après 65 ans dans ma situation personnelle. Et du coup, j'ai cherché des formations. Et je suis tombé sur des formations vraiment qui m'ont amené, en fait, finalement, à ça. Qui m'ont amené au mindset. De fil en aiguille, j'ai fait différents types de formations. Mais tu vois, je te coupe, c'est intéressant aussi parce qu'il y a toujours, finalement, on est dans l'être humain, comme c'est très bien expliqué, est fait pour fonctionner en parasympathique ventrale, c'est-à-dire d'être en mode sécurité. Et on est dans une société de plus en plus insécurisée. Et quand tu parles déjà je dois déjà à 50 ans me dire, j'ai déjà fait plus de la moitié de ma carrière professionnelle, est-ce que j'aurai assez pour après, etc. Donc entre si tu dois te retaper physiquement, psychologiquement, tu as ton boulot, est-ce que ma retraite ça va aller, tu as ta vie personnelle, etc. En fait, tu es acculé de partout. Donc, dans le temps, au temps de chasseur, pêcheur, cueilleur, tu avais peur qu'on te tombe dessus ou qu'un animal te bouffe ou j'en sais rien, ou bien déjà juste de trouver à manger, etc. Et maintenant, on est dans des modes de fonctionnement qui sont tout autant stressants, voire même presque plus, hein, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ça. Et tu te dis que, justement, le mindset, à ce niveau-là, il est fondamental et qui devrait être développé plutôt pour aussi te convaincre d'être dans le moment présent, parce que à la fin, tu n'es jamais dans le présent. Tu es en train de te dire, avant, c'était comme ça, puis après, ça devrait être comme ça. Et quand est-ce que tu es dans
le présent. Ouais. Et là, tu te dis, bon, ben, là, j'ai toujours pas ma réponse aussi. Toi, tu l'utilises comment au quotidien? En fait, penser m'amenait pas là où je voulais. Première chose. Donc, première remise en question. Donc, il faut que je commence à penser différemment. Donc voilà, penser différemment, c'est une chose. Restructurer la pensée. Donc, moi, je l'utilise pour aller bien. Donc, ça veut dire que si tu prends, en fait, finalement, quand on parle de mindset, puis si on n'a encore pas développé cette notion de mindset fixe ou mindset de croissance, mais si on rentre un petit peu dans le sujet, il y a des paramètres sur lesquels travailler pour développer ce mindset de croissance. Ouais. Sur quoi on travaille, justement? Premièrement, c'est le système de croyance, le système valeurs et croyances. Par exemple, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas, je ne suis pas légitime, tout ça qui sont des croyances en fait limitantes, comme on appelle, des croyances auxquelles, qui sont devenues des convictions qu'on s'est forgé soi-même, en fonction des expériences, des héritages, des injonctions qu'on a, etc., des comparaisons avec les autres, enfin bref. Donc j'ai réalisé que j'avais des croyances d'abord qui ne me servaient pas. Donc j'ai commencé à travailler sur mes croyances. Un des outils aussi qui permet vraiment de tranquilliser, comme tu disais avant, la pensée, le cerveau, c'est vraiment les outils fondamentaux du travail sur le mindset de croissance, c'est la méditation, le mindfulness, la pleine conscience. Cohérence cardiaque, c'est un autre aussi travail qui permet aussi de gérer le stress, de calmer. Là, tu reviens au parasympathique ventral. Exactement. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai commencé à pratiquer avec les études, en étudiant aussi comment ça fonctionne, le mindset, le vocabulaire qu'on utilise. Je suis pas capable, plutôt que de dire je suis pas capable, de dire ça, c'est un petit truc de power of yet. Carol Dweck qui suggère de dire, au lieu de dire je suis pas capable, je suis pas encore capable. Not yet. I cannot yet. Et ça change complètement. C'est déjà quand tu te lèves. Il y a pas mal de livres qui le disent. J'aime bien ça. Tu te lèves, puis tu te regardes devant le miroir, et puis tu te dis que je t'aime. Et puis t'es bien, etc. Plutôt que de te dire putain, la gueule que t'as, comment je vais, etc. Et d'avoir cette programmation aussi qui est sur déjà être fier de soi, de qui on est, d'être capable de se lever, de marcher. Or, quand tu as fait un burn-out, quand toi tu l'as fait, comme moi je l'ai fait, finalement, tu te rends compte qu'après, chaque jour, c'est un jour de plus, quasiment. Oui, bien sûr, c'est clair. Alors oui, avec le temps, petit à petit, j'ai retrouvé le plaisir de faire du sport. Mais c'était dur, parce que 2 ans couché, quasiment. J'avais plus de muscles, plus rien. C'était la cata. J'ai plus de condition physique, plus de musculature. Moi, je suis déjà pas costaud, mais tu vois, t'imagines. Oui, bon, après... Mais il y a une autre chose encore, ça me vient à l'esprit dans ce que j'ai fait ou comment je l'utilise, le mindset. Typiquement, c'est ce que j'ai fait ce matin avant de venir aussi. Et puis, les routines. Typiquement, les routines. J'ai ma routine matinale. Et plus je suis fatigué, et à la limite, même si je dois me lever pour partir à 6 h du matin ou à 5 h du matin, 5 h, je vais difficilement lever à 4 h pour faire une routine. Mais même si je pars à 6 h, je vais quand même faire au minimum 15 à 20 minutes d'exercice. Et ça, c'est un truc, ça fait déjà des années, mais c'était dans le cadre de formation. J'allais suivre des stages en France, à Lyon, et puis je suis allé courir le matin. Et puis un jour, en courant, avant d'aller faire ça, je me disais, putain, ça, j'aimerais faire, ça, c'est ma vie de rêve. Tous les matins, faire quelque chose. Et en fait, une des choses qui m'a beaucoup aidé, j'ai dit, la première chose que je fais chaque jour, elle est pour moi. Et je me fais du bien. Et plus que de me regarder dans le miroir en me disant t'es beau, je t'aime, etc., je cherche qu'est-ce qui me fait du bien. Et ça, c'est aussi quand je fais un travail d'accompagnement. C'est pas toujours facile, mais de dire aux personnes, OK, qu'est-ce qui va te faire du bien? Plutôt que de dire aime-toi, c'est conceptuel, c'est difficile. C'est surtout clair. quand on a une estime de soi basse, une image de soi basse. Tu vois, ça, c'est aussi quelque chose où je te rejoins. Moi, c'est quand j'ai fait ce burn-out aussi, j'ai mis en place 15 minutes d'exercice sous forme de mode d'étirement, de spirale, de respiration tous les matins. Et ça fait 2 ans que je fais ça vraiment tous les matins. Et c'est un moment à toi, ça fait un bien de dingue. Bon, dans certains pays, ils le font naturellement. C'est se donner culturel. Déjà 15 minutes, mais il faut que ça devienne une routine. Et les gens, c'est toujours la même chose. C'est combien de temps ils tiennent leur routine. C'est aussi la difficulté. Donc, on va s'attaquer au second set de cette wildcard de BN Nutrition.
Euh, on va un peu plus explorer les différents types de mindset. Est-ce que justement tu l'as un tout petit peu maintenant expliqué, la différence entre le mindset fixe et ce mindset de croissance? Mhm, mhm. Alors, sans vouloir trop théoriser ou développer, mais juste pour référer quand même à ma connaissance, en tout cas, la référence principale, c'est donc le professeur Carol Dweck de l'université de Stanford, qui a fait des études en psychologie comportementale et plein d'autres disciplines. Et en fait, pour vraiment résumer, trop résumer, mais pour simplifier, elle s'est intéressée à suivre donc dans le parcours d'études de la petite scolarité jusqu'au niveau universitaire, comment les jeunes gèrent l'échec quelque part. Et elle a tout d'un coup distingué, c'est toujours caricatural hein, pour conceptualiser les choses, mais deux populations. Une population qui avait plutôt tendance à se décourager, à abandonner face à l'échec. Et puis une autre population qui, lorsqu'elles étaient dans l'échec, cherchait simplement à faire autrement. Et c'est un peu, voilà, peut-être qu'on peut rentrer déjà là-dedans, en disant fixed mindset, c'est ceux qui ont de la peine à gérer l'échec. Mhm. Et puis, ceux qui ont un mindset de croissance, c'est les personnes qui ne voient pas l'échec. En fait, c'est fixed mindset, focus, résultat. Ouais. Et il y a aussi une grosse problématique qui est l'identification au résultat. Puis ça, on pourrait en parler peut-être après par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation, etc. Même par rapport à les profs, hein, qui devraient connaître ça, en fait, aussi. Comment est-ce qu'on encourage les jeunes, les enfants, Oui, etc. pas le contraire. Donc fixed mindset, éviter l'échec. Ouais. Problème à gérer l'échec. C'est comme quasiment une identification, j'échoue, je suis l'échec, je suis nul. Et mindset de croissance, c'est OK, j'ai échoué, comment je fais pour y arriver? Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que une majorité, j'étais moi un cas comme ça, enfin, pour dire, je n'avais pas une enfance facile au départ, mais j'avais certaines facilités, à l'école notamment au début. Donc, je n'ai jamais appris à travailler dur à l'école. J'ai passé à la raclette après la fin de mes études, enfin, j'ai pas été loin en études, mais parce que je faisais le minimum. Et je n'étais Mhm. pas habitué à l'effort, je n'étais pas habitué à travailler, à trouver des méthodes de travail, etc. Et Carol Dweck, elle s'est aperçue, en suivant des étudiants, que les plus doués au départ, arrivés en médecine, donc voilà, on imagine ce que c'est que les études de médecine, elles sont très exigeantes. Elle s'apercevait que les populations donc, qui étaient plutôt douées au départ, au moment où ça devenait très dur, proportionnellement, abandonnaient plus Ouais. que ceux qui n'étaient pas doués au départ, qui avaient dû dès le début apprendre à travailler, à trouver des solutions, à trouver des méthodes de travail, etc., qui avaient proportionnellement moins d'échecs parce qu'ils persévéraient plus Ouais. aussi. Ouais. Donc voilà, pour déjà rentrer dans cette différence entre mindset fixe, mindset de croissance. Mindset fixe, donc c'est euh, le don est inné. Il croit ça, il pense que le don est inné. Donc, si je réussis pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Donc, je Ok. vais Donc abandonner. je vais Je vais pas. zapper, je vais passer Voilà, à autre chose. exactement. Ouais. Et puis, mindset de croissance, au contraire, c'est la conviction que on peut tout apprendre, mais Ouais. qu'il faut travailler. Et puis, C'est ça. justement, il y a cette notion d'effort aussi. Mais tu le vois dans le sport où tu prends dans le tennis, tu auras un Roger et puis un Nadal. Dans le foot, tu auras un Messi puis un Ronaldo. Absolument. Enfin voilà, je veux dire, on le retrouve assez souvent. Mais tu as aussi beaucoup dans le sport les gens qui te disent, ou les parents, ouais, il était doué, mais un peu paresseux, quoi. Ouais. Donc, comme si ça allait toujours de pair, alors que pas forcément non plus. Hein. Non. Non, et je pense. Alors, peut-être bien qu'à haut niveau, disons, si on parle de sport d'élite, toi, tu connais aussi très bien le domaine, ils travaillent. Oui. Donc, pas dire qu'ils aient un mindset fixe ou de croissance, les athlètes, à partir du niveau élite, enfin, même déjà avant, dans les cadres, etc. Et de toute façon, sans travail, tu n'arrives pas. Non, c'est sûr. Et donc, il ne faudrait pas faire des raccourcis en disant, voilà, ceux qui travaillent, ils ont le mindset de croissance, parce que, justement, moi, j'ai été très intéressé par le sujet, j'ai fait quelques recherches dans le domaine. Je trouvais parfois choquant que des athlètes, quand ils étaient en sous-performance, en fait, quand ils sortaient de la spirale gagnante, dans le cadre d'interview, disaient, voilà, il me manque un ou deux bons résultats pour retrouver la confiance. Ouais. Je disais, mais attends, le gars, il comprend, il connaît, il sait pas comment il fonctionne. Il sait très bien comment il fonctionne au niveau des paramètres de performance physique, physiologique, technique, tactique, etc. Mais là-dedans, Non. il y en a beaucoup qui ne savent pas comment fonctionner. Et il y en a beaucoup, et la majorité, j'avais fait des interviews.
Puis notamment, je pense qu'il ne m'en voudra pas si je le cite, mais j'avais discuté avec Patrice Morizot notamment aussi sur le sujet. Je lui ai demandé, à ton avis, combien d'athlètes travaillent sur le mental à haut niveau. Et puis, il me disait, ouais, je pense, c'est difficile d'estimer, mais à peu près la moitié. Et puis, dans cette moitié, il y avait au moins la moitié qui était venue arriver par défaut, suite à des problèmes. Ouais. Mais en fait, c'est pas dans l'esprit de... Alors maintenant, oui. Maintenant, c'est devenu... On sait que l'importance du mental, travailler sur son mindset en tant qu'athlète. Mais quand tu vois certains athlètes, certains comportements, tu écoutes certaines choses, ils n'ont pas tous encore... Je pense aussi à c'est culturel, non? Je pense que tu as des pays où il y a plus de développement du mindset que dans d'autres. Et moi, je trouve toujours au JO, tu vois, les Américains, tout d'un coup, des gars que tu connais pas forcément, et puis ils te font une médaille d'or. Ils sont souvent là sur les gros événements. Alors, est-ce qu'il y a ce travail-là, je pense qu'il est peut-être plus fait dans certains pays que dans d'autres, non? Alors, culture, mais je dirais peut-être aussi même politique et financier. Parce que, tu vois, en Suisse, je me suis aussi intéressé. Dans le cadre de ces interviews, j'ai un peu questionné des personnes qui étaient dans la formation des entraîneurs. Et puis, il y a tellement de choses à développer déjà. Avant d'arriver au mental, quand tu formes des entraîneurs régionaux, des entraîneurs... Toi, tu parlais avant de ce que tu as fait comme formation au niveau élite, hein. Donc, c'est clair qu'au niveau élite, on arrive sur le mental. Mais les entraîneurs, déjà... Quand est-ce qu'ils ont le temps de travailler sur le mental spécifiquement? Je pense que tu ne peux pas tout faire. Donc, c'est là que tu dois aussi déléguer. Et puis que ça doit faire partie intégrante, tout comme prendre un bon petit déjeuner. Ouais. Là, cette semaine, j'avais un joueur de handball professionnel français qui m'explique que le jour du match, là, il fait gaffe à son petit déjeuner. Mais la semaine, voilà, tu vois, donc il l'a pas encore intégré. C'est que ça ne va pas qu'on commence à s'intéresser. Tu vas chez ton ostéo ou ton kiné quand tu as le problème. Donc, ce n'est pas encore très professionnel, justement. Tu vois, c'est souvent circonstanciel. Si tu veux, il y a un super, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés justement par le sujet, des podcasts, on a le droit de citer des marques ou des... Oui, bien sûr. Red Bull qui font des podcasts Mindset Win, ça s'appelle. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Donc, avec les différents athlètes, différents domaines. Et puis, il y a notamment une interview d'Odermatt. Oui, tu en as parlé. Qui est génial. Où il explique que c'est quand il est junior qu'il a commencé déjà à travailler sur le mindset. Ouais. L'entraînement était plus fort qu'un de ses copains avec qui il s'entraînait, qui, lui, le battait tout le temps en course. Donc, ce n'était pas Odermatt qui était devant. Mais très jeune... déjà en junior, il a commencé à travailler le mindset et il n'a jamais arrêté. Le mental, mental de manière générale. Et tu le vois sur lui, tu vois que c'est quelque chose qu'il a. Mais dans le domaine du sport, c'est quand même toujours fou de te dire que finalement, les gens, c'est juste avant la compétition, très souvent, qui commencent vraiment à refaire tout bien. Je veux dire, toi qui as des cheveux et qui vas chez le coiffeur, certainement... je suis sûr que ces ciseaux, il les recontrôle régulièrement. Moi, si je vais chez le barbier, il a rechargé ses trucs, il est prêt. Le sportif, il est souvent pas si prêt que ça, si ce n'est quand il est proche de la compétition. Tu sais, vous pourrez parler des heures, mais bon, là, on est plus sur la notion de mental peut-être que de mindset. Mais moi, je comprends les athlètes aussi qui... Bon, déjà, c'est une thématique qui est déjà très intime. Hein. Donc... Oui, ça touche l'intime. Donc déjà, on ne peut pas forcer ou on ne peut pas décréter que tout le monde doit entraîner le mindset. Et puis surtout, je veux dire, le mental, tu vas développer avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance. Donc peut-être qu'un coach mental, il ne va pas correspondre à tous les athlètes d'une même équipe. C'est pour ça qu'ils travaillent tous avec des coachs mentaux différents. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand la mécanique fonctionne et que tu gagnes... Oui. Tu ne poses pas la question. Puis que tu es peut-être arrivé simplement par cascade de tu as du talent au début. Tu as un petit peu d'avance, physique, technique, ça, tu connais, tu gagnes, tu montes. Il y a des athlètes qui ont fait quasiment toute une carrière comme ça, sans avoir vraiment de grosses problématiques. Donc, ils se sont identifiés, ils ont construit leur confiance sur le résultat. Mais là-dedans, ils ne savent pas trop comment ça marche. Non, mais ça marche. Ouais. Donc, et beaucoup de gens fonctionnent comme ça, instinctivement, etc. Ce qui est assez idéal, finalement. Puis on le dit même, des fois, il ne faut pas trop penser. Non, parce que, Donc, à un moment donné, je comprends des athlètes qui disent « Mais moi, tant que ça marche, tant que je gagne, je ne veux pas changer quelque chose dans mon mental. Je ne veux pas commencer à travailler là-dessus si je n'ai pas besoin. » Ce qui paraît logique. Donc, voilà. Bon, ça, c'est mon application. Je ne suis pas... Mais peut-être que tout l'environnement était bon autour d'eux. Oui, alors et ça, c'est très important.
ce mindset naturellement, alors que Oui, d'autres, ils vont oui, devoir se le créer. Tu vois, là, dans les questions que je vais te poser, si tu as des exemples concrets de personnes célèbres, connues, qui illustrent ces différents types de mindset, mais moi, j'ai lu dernièrement la biographie de Schwarzenegger, c'est passionnant. C'est super passionnant. Et lui, il ouais, s'est complètement créé ouais, ce mindset. ouais, Et il revient sur ce qu'on a aussi parlé, cette notion de travail quand même. Cette ouais, notion de travail, il revient ouais, tout le temps ouais, là-dedans, qu'il n'y a pas de miracle. Il faut le travailler, il faut le ouais. développer, il faut le répéter. Donc, moi, je donnais l'exemple de Schwarzenegger. Ouais. Toi, tu as des exemples Ouais, concrets mais de... alors, écoute, alors, on peut supposer, moi, je dirais, on peut supposer, parce que je les connais pas intimement ou personnellement, j'ai pas travaillé non plus avec. Ouais, Donc après, on sait pas comment si les gens sont dans la vie privée, on sait pas, c'est peut-être différent, mais moi, un des exemples que je donne souvent, puis je suggère aux athlètes avec qui je travaille d'aller voir surtout, c'est la Mamba attitude, Kobe Bryant, mhm, qui a développé cette fameuse Mamba attitude aussi, où il y a plein de vidéos, il y a même une vidéo virale hein, sur justement cette mentalité de travailler, prendre l'échec comme c'est pas un échec. D'ailleurs, l'échec, c'est quoi? C'est un concept. C'est juste un processus qui n'a pas abouti finalement. Le résultat ne ouais, correspond pas à l'objectif visé, mais donc on va faire différemment. On va reprendre, puis on recommence, etc. Donc, moi, c'est Michael Jordan, c'est aussi un des exemples pour parler de monde que toi, ouais, tu connais très, très bien. Après, tu as évoqué justement Federer. Pour moi, quasiment, si on prend le monde du sport, tous les athlètes qui durent, en tout cas, tous les athlètes ouais, qui durent à très haut niveau, ils ont dû développer un mindset, d'une manière ou d'une autre, c'est clair. mindset de croissance, parce qu'ils ont dû, soit pour des raisons techniques, soit parce que justement, il y a des jeunes qui sont arrivés derrière, des nouveaux. Les concurrents, ils s'entraînent aussi, ils cherchent des méthodes Ah pour ouais, dépasser le numéro un. c'est sûr. Donc celui qui est numéro un, puis qui reste numéro un, ou je ne le connais pas personnellement, mais quelqu'un que j'avais l'impression qu'il avait, en tout cas à l'époque, un mindset fixe, c'est Wawrinka. Wawrinka, pour faire ce qu'il a fait, il a dû forcément développer un mindset de croissance aussi. Ouais, c'est sûr. De mon avis, C'est je ne le sûr. connais pas, mais Mais tu j'adorerais vois, discuter de ça avec lui. finalement, c'est croire en toi. C'est la base. Hier, j'ai un athlète dont je fais le suivi depuis longtemps, qui est un gars incroyable. Tu sais, dans ses yeux, et ça brille toujours tellement. Là. Quand tu as les yeux qui brillent, c'est que ça fonctionne. En tout cas, c'est comme je mesure sur le système nerveux. Et là, il m'envoie un classement. Ça fait même pas 2 ans. Il est parti dans le skill duathlon. Il a fait 7e dans une branche, dans une coupe du monde, ce qui n'est plus jamais arrivé chez un Suisse depuis des années. Et il y a 2 ans en arrière, il n'avait jamais tenu un fusil. Ouais, Et ce gars, il est tellement motivé, il croit tellement en lui, il a tellement la foi en lui, en ce qu'il ouais, fait. ouais. Et en plus, il s'entraîne, alors, il ne rechigne pas la tâche. Et voilà, et ça, c'est magnifique. Et moi, je crois beaucoup à ces histoires-là, parce que Mm. tu as des Rodge qui sont un peu des génies, il y en a de temps en temps. Je ne dis pas Mhm. qu'il n'a pas fait beaucoup d'entraînement, mais il en a quand même fait moins que la plupart des Ouais, gens, hein, parce qu'il y a ouais. souvent un faux intox dans le monde du sport. Euh, mais objectivement, c'est du boulot. Et puis, je sais pas si toi, tu as aussi ce sentiment-là. Il faut vraiment être convaincu que tu vas y arriver. Et effectivement, si tu n'y es pas arrivé, mais tu vas quand même y arriver. Oui, alors je sais pas, on peut appeler ça détermination, on peut appeler ça. Après, je sais pas si tu fais lien avec la notion de la confiance en soi, mais justement, c'est là où ça devient intéressant de décortiquer tout ça, puis de voir finalement à quoi s'identifie un athlète ou comment il développe le concept de soi, l'estime de soi. Est-ce que c'est sur les résultats? Et qu'est-ce qui Ouais. se passe quand les résultats sont plus là? Donc, tu vois, je veux dire, y croire, la foi, c'est encore un autre aspect. Parce que la foi, sans parler de foi forcément religieuse, mais la confiance profonde, avoir foi en soi ou en la vie ou je sais pas quoi, c'est philosophique, Oui, voire même spirituel. mais c'est dommage, voilà. Mais c'est dommage qu'on ne Donc, soit pas plus intéressé à ce côté un peu plus spirituel. ouais, Parce que finalement, c'est un chemin. ouais. C'est un chemin Oui, de vie que tu vas ouais, faire. Et moi, ça revient aussi sur ce côté lié à notre éducation. C'est ce que le père Williams a fait avec ses filles. Elles allaient y arriver. Elles seront les meilleures, ouais, point barre. ouais, Et moi, je trouve terrible, là, j'ai de plus en plus dans mes consultations de gens qui sont entre 50 et 60 ans et
qui sont gentiment, soit leurs parents sont décédés ou vont pas bien, ils te disent, moi, on m'a jamais vraiment aimé, moi, on m'a jamais valorisé, moi, etc., etc. Et que tu arrives à ces âges qu'on a, nous, avec ce côté toujours, j'aurais voulu que mes parents leur plaire, et puis que j'aurais voulu qu'ils m'aiment, et puis non. Et puis c'est déjà là que tu construis ton enfant. Donc, moi, j'ai un fils qui a 27 ans maintenant, etc. Mais je veux dire que ce soit les grands-parents, les parents, l'école, les institutions, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point, je veux dire, entre 0 et 6 ans, tout ce qui se passe. Ouais. Et que si ton enfant, tu le valorises, alors après, il ne faut pas partir dans l'opposé. Mais c'est là que tu crées aussi déjà, je pense, le début de ce fameux mindset, finalement. Alors, je pense que ça dépend ce que tu valorises. Parce que quand tu dis tu valorises un enfant, si tu encourages l'enfant, est-ce que tu valorises le résultat de la performance ou tu valorises le travail? Ça, c'est fondamental. La différence. Pour moi, ce serait son développement. Alors, développement, donc ça veut dire, même à la limite, ça veut dire, OK, vas-y, essaye et prends le risque de faire des erreurs. C'est ça. Là, on est dans une construction de mindset de croissance. Quand tu apprends à marcher, tu tombes. Exactement. Exact. Et tu dis pas, je reste par terre. C'est ça. Maintenant, pour prendre un autre modèle, pour parler du mindset, et puis pour venir, juste pour terminer sur l'histoire de croire en soi, etc. Personnellement, de mon expérience et de ce que j'ai jusqu'à maintenant appris, demain je dirais peut-être différemment, mais le fait de croire en soi, là, c'est pour moi plus lié ce que je parlais du concept de soi, c'est l'estime et l'image de soi. Et si tu prends la pyramide des niveaux neurologiques de Robert Dills, j'ai beaucoup suivi les travaux de Dills, il a notamment développé toute l'approche avec son frère Success Factor Modeling, donc la modélisation des facteurs de succès. Et puis donc il a créé une fameuse pyramide où tout en haut de la pyramide, il y a justement le système valeurs et croyances, et tout en haut, il y a l'identité, estime et concept de soi. Estime et image de soi, qui est le concept de soi. Donc en fait, quand tu dis j'ai perçu l'amour ou j'ai fait ci pour plaire à mes parents, etc., etc., c'est l'histoire des références externes, références internes. On doit se construire, bien sûr, avec des références externes. Donc, on est encouragé par les parents. Nos parents nous disent ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, avec leur modèle. Mais à un moment donné, quand on devient adulte ou si on veut devenir autonome, on doit recréer ou en tout cas redéfinir quelles sont mes propres références. Et la confiance en soi, l'estime de soi, la foi, elle vient de ça. Est-ce que je me suis recréé mes propres références? Sur quoi je base mes références? Comment je définis la réussite? Finalement, c'est quoi pour moi? Mais si je suis toujours en train de prendre des références externes, si je me compare aux autres, si je veux être dans le système de la société ou je ne sais pas, avoir un job avec un gros salaire, une Porsche, c'est ça la réussite? Ben là... Oui, alors ça dépend toujours comment tu situes la réussite. Ouais. Mais tu vois, tu parles aussi de neuroplasticité et je pense que si tu t'es programmé pendant des années dans un modèle négatif où tout est compliqué, les gens sont tous des cons à part toi, tu vois tout de manière presque aigrie, quoi, finalement. Ça se reconstruit, à mon avis, tu me dis ce que tu en penses, petit à petit. Et c'est pas... Souvent, les gens, quand ils pensent qu'ils vont chez un préparateur mental, et puis il va claquer 2 fois dans... tu vois, c'est Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien, et puis paf, il y a tout qui change, alors que c'est un vrai job. J'en suis un des exemples incarnés, on va dire. Moi, j'étais frustré de la vie. Donc, comme tu disais, aigri, etc., négatif. J'ai changé, je ne sais pas combien de fois de job parce que c'était toujours mes chefs qui étaient des cons, quoi. Sauf que moi, je n'étais pas chef. Mais jusqu'au jour où j'ai compris que ils ont peut-être aussi... Déjà, ils sont humains aussi. Oui. Et puis, j'ai tellement idéalisé, j'ai tellement cherché les modèles extérieurs que j'ai toujours pris mes boss pour des mentors à l'époque. Je voulais apprendre d'eux. Et j'étais déçu parce que je mettais des attentes qui étaient... Enfin, bref. Tu les idéalisais. Oui, complètement. Mais... développer une autre manière de penser, une autre mentalité, un autre mindset, ça prend du temps. Ça prend du temps. À l'inverse, justement, au tout début, on parlait de l'état d'esprit et le mindset, la mentalité. On peut travailler sur l'état d'esprit très vite. On peut très vite travailler sur notre manière de gérer des situations, voire même, on prenait l'exemple avant sur l'autoroute, machin, le flash et tout. Il y a des techniques pour apprendre à très vite retrouver un état d'esprit, on va dire, optimal ou positif. Pour moi, c'est revenir en parasympathique ventral.
Ouais, Voilà. alors, voilà. Ouais, voilà. Et puis, donc, il y a plein d'approches pour le faire. Et ça, on peut assez vite arriver à travailler sur Alors ça, l'état justement, d'esprit. Mais tu le as manque. quelques techniques. Or, tu parlais de la Ouais. cohérence cardiaque. Moi, j'en suis plus que convaincu, sauf que je pense que sur 9 personnes sur 10 qui te disent oui, oui, je connais, ils ne savent pas la pratiquer parce qu'ils ne la font pas correctement. La respiration, elle n'est pas faite de manière idéale. Donc, finalement, ils disent oui, je suis la petite bulle qui monte, qui descend, etc. Oui, ça aussi, ça c'est certain. Mais il y a des techniques assez pratiques. Tu pourrais nous donner quelques exemples sur le développement de ce mindset de croissance? Ouais. Alors, on va un peu par strat, hein, ou bien pour dire travailler sur des logiciels différents. Ouais. Moi, je suggérerais la première chose déjà. Bon, encore une fois, je pense que on n'a pas développé avant la question de dire est-ce que c'est valable, est-ce que tout le monde devrait ou est-ce que c'est valable pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent très bien sans s'occuper du mindset, qui s'en foutent, puis qui sont heureux comme ça aussi. Mais pour ceux qui se posent des questions, je pense que déjà le point de départ, c'est de dire je suis pas bien dans ma vie, je suis pas content, je n'obtiens pas les résultats que je veux, que ce soit en sport, business ou n'importe quoi. Puis à partir de là, on peut commencer éventuellement à travailler sur quelque chose. Donc après, il y a les neurosciences notamment qui ont amené des choses très, très intéressantes aussi. En technique neurochangement, on parle de révision des croyances, des systèmes de croyances. Donc, c'est en fait, de revisiter ou de revoir en fait, les croyances qu'on a. Notamment, j'ai vu des exemples tout à l'heure. Je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, etc. Et puis, de prendre de la hauteur ou de même trouver peut-être des accompagnants, des coachs qui t'aident à le faire ou même des personnes qui te connaissent. Et puis, de voir si, en fait, est-ce que c'est vrai ce que je me dis, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie pour toujours? Parce que on définit une forme de réalité qui est notre propre réalité, par nos filtres et tout ça. Donc, est-ce que mon affirmation sur « je ne suis pas légitime », par exemple, moi, une grosse problématique que j'avais, avant de me lancer comme coach, avant de me présenter, j'en suis encore beaucoup là-dedans. Ce serait un peu de je suis pas syndrome légitime. de l'imposteur. Exactement. Ouais. J'ai pas assez fait d'études, je suis pas assez expert, etc. Est-ce que c'est vrai? Et finalement, à quel point c'est important? Jusqu'où j'ai besoin? C'est des trucs, c'est mon problème. Sinon, tu commenceras jamais parce que tu peux faire 25 000 autres formations, diplômes. À un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et puis moi, je suis convaincu que c'est que par l'expérimentation, l'expérience que tu vas t'améliorer parce que c'est bien, tu peux rester dans les livres toute ta vie, mais tant que tu n'as pas mis en pratique, tu sais rien. Enfin, tu sais beaucoup de choses, mais tu n'es pas capable de mettre en application. Comment tu le traduis sur le terrain? Les croyances, en fait, travailler sur les croyances, revisiter les croyances qu'on a, surtout négatives, limitantes par rapport à soi, ça, c'est vraiment un travail. C'est pas simple de le faire, bien sûr, mais je pense que c'est une des premières choses sur lesquelles on peut travailler. Donc, on a dit avant, méditation, chacun son style de méditation, la pleine conscience, on a vu, maintenant avec les imageries cérébrales, etc., on voit l'effet que notamment la pleine conscience a sur le cerveau, qui calme aussi, etc. Donc, pour gérer notamment le stress, pour gérer les idées noires, pour gérer... Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, la cohérence cardiaque. Ouais. Et puis après, moi, dans les accompagnements que je fais, si je travaille avec des athlètes, on va travailler sur soit des mantras, aussi, répéter, travailler sur les mantras, travailler sur le journal positif, journal de bord, mettre des paramètres aussi, selon sur quoi on travaille, si on travaille sur la confiance. Ça fait partie du mindset aussi, mais... Donc, définir quels sont les paramètres. Puis, moi, je dirais que surtout, il y a la contemplation, bêtement, mais se faire du bien. Donc, simplement, c'est histoire de routine. Moi, ce matin, quand je suis parti tôt, le soleil n'était pas encore levé. Quand je suis parti avec mes skis de rando, il faisait moins de 10. Mais que tu as le soleil qui sort derrière les montagnes et puis que... c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et tout ça, en fait, tous ces différentes activités vont faire que petit à petit, je vais développer une mentalité différente. Mais tu vois, je te coupe parce que finalement aussi, c'est technique, c'est comme dans la prépa physique, c'est aussi à quel moment tu le fais, dans quel justement état d'esprit tu es. Est-ce que tu le rajoutes parce qu'il faut le faire ou pas? Et moi, je te donne un exemple. Quand je discute les gens qui font de la prépa mentale ou des choses comme ça, il n'y en a jamais un qui me dit « Eh ben moi, tu vois,
je leur dis, avant de dormir, une demi-heure avant, tu renotes les choses qui fonctionnent, qui ont bien fonctionné, tu te reprogrammes déjà pour, etc. Parce que c'est pendant ce sommeil Ouais, paradoxal que ouais, tu vas ouais. vider ta poubelle de ce qui devrait être vidé comme déchets et tu vas remettre des belles choses. On parlait avant de programmation, de Mhm. remettre dans le hardware des bonnes choses. Et ça, c'est un moment clé. C'est exactement comme de la prépa physique où tu as l'effet qu'on appelle de surcompensation, Ouais, cette fenêtre anabolique selon l'entraînement que tu as fait, qui est plus ou moins grande et ouverte, où il faut faire oui, très juste les choses, tu oui, vois. Et oui. ça, je pense que ça doit être aussi valoriser des choses comme ça. Ben, moi, j'adore suivre les podcasts de notamment un professeur Andrew Huberman, il s'appelle, c'est Huberman Lab, je crois, sauf erreur. Ok, Donc, c'est un Américain, ophtalmologue, enfin, qui travaille avec les neurosciences, puis qui vulgarise, bon, c'est en anglais, mais qui explique justement ces mécanismes. Et puis, et qui parle de la mémorisation, comment tu mémorises, comment tu développes justement les méthodes d'apprentissage, etc. Puis pour les étudiants, par exemple, oui, aussi. Il y a, comme tu le dis, l'erreur à ne surtout pas commettre, en fait, c'est d'étudier toute la nuit avant les examens, c'est ça. qu'il faudrait bien Tu dormir. retiens Et rien, ouais, puis, par ouais, contre, ouais, effectivement, relire peut-être des choses importantes juste avant le coucher. Donc, pour revenir au travail, bah, typiquement le journal de bord ouais, ou justement le journal positif, qui est encore pour moi encore autre chose, mais de reprendre la ouais, journée en disant, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de ouais, positif dans ma ouais, c'est journée? ça. Ou quels sont, si on va vraiment dans la pure technique de développement de mindset de croissance, c'est sortir de sa zone de confort, c'est d'essayer des nouvelles choses. Oui, Donc, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui entrepris de nouveau ou qu'est-ce que quelle sortie de zone de confort j'ai faite aujourd'hui, etc. Effectivement, ça peut renforcer, ça peut ouais, accompagner. Maintenant, bah, justement, parler de la neuroplasticité ou plasticité neuronale. Euh, on sait que pour créer des nouvelles habitudes, il faut créer des nouveaux chemins neuronaux, hein. Donc, c'est aussi la répétition. oui, Donc, c'est pas que, et c'est surtout l'action. Donc, mais c'est ouais. pas que le soir ou la nuit que ça se travaille, mais c'est tout le temps. Oui, Et oui, puis bien sûr, mais c'est pendant la nuit que tu vides ouais, la poubelle de ce ouais, oui, qui devrait être il évacué. semblerait, Et ouais, il si semblerait, tu gardes tes poubelles, ouais, tu les vides pas, tu sais ouais, comment ça se passe. Ça se passe mal. Et ça peut aussi expliquer beaucoup les problèmes de toutes les maladies neurologiques qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, hein. C'est qu'on ne vide plus les poubelles du cerveau. ouais, Et ça, c'est, pour moi, je pense que c'est un problème. Une chose aussi où on voit que tous ces métiers, finalement, devraient pouvoir travailler ensemble, c'est que si ton alimentation n'est pas optimale, si tu manges pas suffisamment d'oméga 3, particulièrement de type DHA, bah, tu vas moins bien mélaniser ton cerveau. On sait que le curcuma améliore la neuroplasticité, le fameux BDNF, hein, c'est le facteur neurotrophique du je savais cerveau. pas ça. Il y a plein Ouais, de choses comme ça qui sont passionnantes, sur quoi tu peux jouer aussi et faire que le travail que toi tu fais dans ton travail d'amélioration du mindset des athlètes, eh ben, si les gens s'alimentent bien, s'hydratent correctement, euh, enfin, se nourrissent tout simplement bien, eh ben, ça va valoriser ton travail. Et puis ça, c'est souvent, c'est pas assez croisé. Tu vois, quand on parle de médecine interdisciplinaire, gna gna ouais, gna, ouais, en fait, il y a quasiment rien qui se fait à ce niveau-là. Et c'est souvent la personne qui est intéressée à vraiment ouais, commencer à plonger dans son développement qui se dit, ah ouais, mais si je veux faire ça, il faut ouais. peut-être que j'aille aussi voir là, là ou là. Mais je crois que le domaine scientifique, de plus en plus, commence à réunir un peu les disciplines, hein. Et puis, bah, si on reprend de nouveau l'exemple du sport, moi, encore une fois, avec les interviews que j'avais fait dans mon enquête sur les facteurs clés du succès en sport, bah, j'ai quand même quelques entraîneurs qui m'ont parlé quand même d'approche globale, holistique, Ouais. combinée. Sauf qu'après, il faut reprendre le temps pour redébriefer entre chaque, entre guillemets, spécialiste. Et ça, c'est toujours au départ des bonnes idées sur le Ouais, papier, puis ouais. qu'après, chacun a beaucoup de choses à faire. Bah, toi, tu C'est as un eu peu le des problème. expériences, je crois, Oui, hein, j'ai eu pas mal travailler en d'expériences accompagnant à notamment ce niveau-là. Noam, je pense aussi. Oui, oui. Alors, avec Noam, ça Ouais, marche. ouais, C'est un des ouais, rares athlètes où on ouais. a C'est un réussi petit à team encore, croiser. ça va, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Puis autrement, c'est presque toujours les athlètes qui, de manière individuelle, vont chercher des gens qui vont les aider. Puis peut-être, bah voilà, typiquement, on se connaît, puis on va dire, ah bah tiens, va chez Olivier, etc. moi, je suis 100% pour la collaboration. Après, effectivement, il ne faut pas non plus que ça devienne une usine à gaz Oui, autour de l'athlète, puis que ce soit oui, plus perturbateur. c'est Donc, ça. Et qui voilà. ne sache plus où le mettre non plus là, Et puis, dans son entraînement. j'ai quand même constaté que parmi aussi
allez, je me risque à jeter le pavé dans la mort parce que je ne veux pas généraliser non plus, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas forcément un mindset de croissance non plus. Hein. Non. Donc voilà, qui ont peur de Oui, perdre leur relation privilégiée, exactement. notamment avec C'est leur vrai. athlète, C'est qui ont ça. peur que quelqu'un d'autre Oui. intervienne, puis C'est voilà, clair. C'est que c'est la clairement mécanique ça. ne fonctionne Oui. plus. Donc, c'est humain, Oui. je comprends. Oui. Mais en tout cas, moi, je suis favorable à la concertation, Bah, à la c'est dans le complémentarité. mindset fixe. C'est ça. Ok, bah écoute, on va attaquer le milieu de ce match. Là, comment on va surmonter ces obstacles mentaux, hein, parce que dernièrement, je lisais un livre d'un neurologue qui disait le cerveau m'a terriblement déçu. Et il dit justement que finalement, quand tu as mangé quelque chose qui passe pas, tu vas peut-être le vomir. Mais quand il y a des choses qui passent pas dans ta tête, eh ben, tu peux pas le vomir, effectivement, et que ça crée passablement de problèmes. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de démence cérébrale de plus en plus tôt. On sait que toutes ces maladies ont augmenté. Dernièrement, j'ai une connaissance qui est partie à moins de 60 ans d'un cancer du cerveau. L'année d'avant, une autre connaissance qui a aussi eu une maladie du cerveau qui est aussi partie, etc. Et en fait, ce neurologue, ça me parlait beaucoup, ce qu'il racontait, c'est que on sait de plus en plus de choses sur le cerveau, mais on ne le traite pas si bien que ça. Donc, peut-être qu'avec le mindset, ça permettrait justement de décharger, de vider un peu cette poubelle du cerveau. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, j'essaie de revenir à la question parce que tu parlais des résistances. Oui, c'est un peu. En fait, la question finalement, c'est un peu ça. C'est que finalement, comment les gens, ils aimeraient certainement avoir un meilleur état d'esprit ou mindset, Ouais. mais qu'est-ce qui les empêche finalement d'améliorer ce mindset qui risque de détruire le cerveau de la personne. Et on sait aussi qu'il y a de plus en plus de suicides. Encore pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai appris par mon épouse qu'un jeune, une bonne connaissance à son fils, 21 ans, qui a mis fin à ses jours. Ouais. C'est terrible. Et il y a de plus en plus de suicides aussi chez les jeunes. Donc c'est toujours multifactoriel. Évidemment, on peut pas. La question est complexe, mais. Oui. Mais qu'est-ce qui nous empêche finalement, les obstacles mentaux ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Ouais. Je suis pas neurologue, je suis pas neuropsychiatre. Je suis avec juste les connaissances que j'ai, avec ce que j'ai étudié, ce que j'ai expérimenté. Ce que j'ai compris encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une explication très simple. C'est la notion justement des connexions neuronales. Et si on prend l'idée de voilà, nos habitudes, nos réflexes, en fait, quand on agit, ça part par justement des schémas de connexions synaptiques, enfin neuronales, etc. Ça passe toujours par les mêmes routes. C'est les routes qui sont ouvertes. Quand tu veux changer des comportements, de manière de penser, tu dois créer des nouvelles connexions neuronales qui n'existent pas encore. Ouais. Donc c'est comme si tu allais défricher au milieu de la savane ou je ne sais pas où, en montagne, et puis que tu dois d'abord creuser et puis faire la route, faire le chemin. Donc en fait, il faut passer plusieurs fois, comme ces routes de montagne où à force de passer, tout d'un coup, ça devient un chemin de montagne. Et si on n'y repasse plus, au bout d'un moment, la végétation revient. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais je veux dire, la première chose pour, entre guillemets, il s'agit plus que d'apprendre, c'est désapprendre, en fait. C'est désapprendre les anciennes habitudes, c'est de perdre, en fait, certains automatismes, de remplacer des comportements. Mais dès qu'on est, en fait, si tu veux, le travail, c'est relativement simple, mais c'est aussi tout ce que les coachs mentaux font aussi. C'est d'abord de travailler en situation, on va dire, facile, neutre, où tu n'as pas de stress, t'as pas de... Donc, tu visualises que tu es tranquille dans ta chambre ou je ne sais pas où, tu te programmes, tu fais tes mantras tranquille, etc. Puis petit à petit, tu introduis des situations un peu plus stressantes et puis tu apprends à gérer aussi avec le stress. Parce que dans la vie, en fait, on ne peut pas dire « attendez, stop, il faut juste que je fasse mon cycle de respiration ou je ne sais pas quoi, il faut que je médite 2 minutes. » La vie, voilà, elle est tumultueuse. Et puis, donc, en fait... Oui, mais là je te coupe un tout petit peu parce que je dirais que tant que tu n'es pas dans un mode où tu es en danger, en vrai danger, c'est-à-dire quelqu'un qui s'en prend physiquement à toi ou il y a un attentat ou j'en sais rien, on devrait être capable de rester serein si on a les bons outils. Alors que, justement, vu que notre physiologie, on en a parlé avant
le podcast, hein, moi je te disais toute l'importance des organes internes pour bien aussi régler le cerveau et ses réactions. Ouais. Par rapport au burn-out que tu as vécu, que j'ai aussi vécu, j'ai aussi compris beaucoup de choses. Et bien finalement, c'est une fois de plus, c'est un tout. C'est pas juste... Oui. Ouais, tu vois où je veux en venir ou... Oui. Bon, d'après ce que moi j'ai lu ou compris, c'est qu'effectivement, notre cerveau, encore avec ses mécanismes archaïques, hein, oui. est plutôt... Enfin, son utilité, c'est plutôt justement de nous maintenir en survie ou en vie. Hein. Donc, il va détecter avant tout le danger. Oui. Donc, c'est pour ça que la fonction même du cerveau, c'est de prévenir. Voilà, alors pour certains, le danger, il est plus rapide que pour d'autres. Oui, et puis voilà, c'est le mécanisme même en fait, la fonction utile, on va dire, du cerveau, fondamentalement. Il n'est pas programmé pour voir le positif, il est programmé pour détecter le danger au préalable pour nous maintenir en survie. Mais après, on n'a pas tous la même notion du danger, justement. Alors ça, après, effectivement, ça vient beaucoup des expériences qu'on a faites, de la carte mentale qu'on s'est créée, c'est-à-dire la vision du monde qu'on a en revient au système valeurs et croyances. On revient au concept de soi, l'estime, etc. Est-ce que je me sens en danger? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je me sens compétent? Est-ce que j'ai peur qu'on me remette en question, qu'on me critique? Comment je prends la critique? Ouais. Tu perds 2-0, le match est plié, ou tu as l'autre équipe 2-0, de toute façon, on avait prévu d'en marquer 3, donc on va les marquer, ces 3. Donc c'est aussi, là aussi, je ne sais pas si c'est un état d'esprit ou un mindset, c'est comment tu réagis par rapport à une situation donnée. Les deux rentrent en ligne de compte, mais c'est marrant que tu me parles de ça, parce que je travaille avec un jeune footballeur qui était blessé, changé de statut, il était titulaire, d'un coup il se retrouve sur le banc, il ne joue plus. C'était un super joueur, un super jeune, prometteur, puis tout d'un coup il perd confiance. On s'est rencontrés pour travailler sur la confiance. Et on a dû travailler sur la confiance à partir d'autres paramètres que d'être sur le terrain, puis jouer, puis marquer, parce qu'il ne jouait pas. Son entraîneur faisait jouer ceux qui étaient en forme, et puis... Donc, il a fallu changer justement la manière de penser, puis dire, OK, sur quoi tu vas construire ta confiance, autre que d'être sur la feuille de match, de jouer, puis de marquer. Ouais. Donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Mais pour ça, il faut vouloir. Et si je pense, tu vois, pour revenir à qu'est-ce qui empêche les gens, ou qu'est-ce qui fait que... Malheureusement, je crois qu'il y a des spécialistes, des psys aussi, des psychologues ou des neuroscientifiques qui parlent de ça, etc. Il semblerait que l'humain est plus amené à changer que quand il n'a pas le choix, quoi. Ouais, il faut aller tellement mal, ou il faut être tellement frustré qu'il faut tout d'un coup, tu as vraiment envie de changer. Ouais. Et puis après, c'est la nature humaine, chacun est différent, chacun a des ambitions ou des besoins différents. Mais je pense qu'il faut vouloir. Justement, comment tu peux identifier les pensées limitantes et puis les transformer? Typiquement, ça c'est parfait pour faire le point à cette question, le lien entre ton footballeur blessé qui à un moment donné commence à douter. Donc, il aura des pensées limitantes. Est-ce qu'on me fait encore jouer? Est-ce qu'on me fait encore confiance? Etc. Comment on fait pour... Alors, typiquement, il y avait la frustration, le découragement de ne pas jouer. Ouais. Il n'est pas sélectionné, il ne joue pas. Donc, il revient petit à petit en forme, mais il n'est toujours pas sélectionné. Et puis, donc, c'est de mettre le focus, l'attention sur autre chose. Mm-hmm. Pas sur le fait qu'il ne joue pas, mais de lui, en l'occurrence, là, j'ai dit, écoute, quand tu es sur le banc, ok, tu sais que ça fait partie du jeu. Et puis, comment tu peux mettre à profit cette situation? Quels avantages tu peux tirer du fait d'être sur le banc? Ouais. Tu peux observer tes équipiers et tes adversaires. Tu peux analyser les tactiques de match, tu peux regarder les bons joueurs, comment ils font, etc., pour essayer de reproduire après derrière. Ton adversaire, celui qui joue au poste opposé de notre équipe, potentiellement. Ouais. Si tu dois rentrer en match, tout d'un coup, tu dois rentrer, tu es sur le banc, tu n'es pas dans le match. Donc, tu es sur le banc, c'est idéal pour observer. Donc, tout d'un coup, j'ai fait voir des avantages qu'il y avait éventuellement dans la situation. Puis, on a donc déplacé le focus, déplacé l'attention sur autre chose. Mmh. Et du coup, il me disait, voilà, j'ai fait ça pendant le match. Donc, il n'avait plus la frustration de ne pas jouer. Ouais. Il y a quelque chose qui lui apportait finalement quelque chose. Puis, c'est juste un exemple de comment tu peux déplacer l'attention sur quelque chose de négatif. Où est-ce que je peux trouver du positif dans la situation? Et puis, avoir toujours cette fameuse notion de garder du plaisir, finalement. Et pas que de la frustration. Alors ça, c'était notamment à l'entraînement. C'est de dire, quand tu es à l'entraînement, fais-toi plaisir. Vas-y, puis donne-toi à fond. Ouais. Et puis, l'entraîneur, quand il verra que tu es toujours à fond, que tu es toujours au taquet, puis que tu es motivé, etc., puis à un moment donné, il va te faire jouer, quoi. Ouais, puis après, souvent, quand tu rentres, si on prend cet exemple-là, eh bien, tu te dis, tu te dois d'être bon, parce que sinon, la prochaine fois, il ne te fait plus rentrer peut-être du tout. Ça c'est un piège.
Ouais. C'est justement pas là-dessus qu'il faut mettre la focus. Ah bah bien Non, sûr que et non, justement, mais c'est ce que lui aurait le risque de faire. bon, j'ai eu de la chance peut-être, mais il a très très vite, sur à peu près 10 semaines, on est arrivé au top sur les paramètres, on avait fait le travail, quoi. Ouais. Donc, mais non, le truc, c'était de dire, ben, à l'entraînement, tu donnes le meilleur. Ouais. Et si tu joues, tu rentres en match, tu donnes le meilleur. Ouais. Que tu fasses une passe qui est une passe décisive, que tu marques, ou tu donnes le meilleur. Toujours, tu donnes le meilleur. Ouais. Tu verras le résultat après. Ouais. Mais c'est pas une histoire de réussir quelque chose, c'est tu donnes le meilleur de toi. Mhm. C'est tout. Et tu Ouais, bosses, tu bosses, tu bosses, tu je bosses. pense que c'est des fois c'est finalement des conseils simples, Ouais. mais tout le temps appliqués de manière vraiment régulière qui amènent le succès. Hein. Parce que amener trop de complexité, parfois, c'est aussi se perdre dans la complexité. Ouais. 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 Donc là, j'avais comme question, typiquement, est-ce que tu as des stratégies spécifiques pour aider les gens à surmonter la peur de l'échec? Est-ce que... Bah oui, alors l'échec, pour moi, c'est quelque chose de super intéressant. Ça, j'ai découvert avec La Voix de la pensée là, de Alex Caillet sur le pouvoir de l'état d'esprit. En fait, si tu prends... Tu as un objectif. Donc, je sais pas, tu veux jouer au tennis, tu veux gagner le match. Donc, tu as ton mental, tu as tes pensées, tu as peut-être des émotions, etc., qui vont conditionner après la manière avec laquelle tu joues. Tu focalises sur un point perdu ou sur un point, un smash raté, etc. Tu vas commencer à t'énerver là-dessus. Si tu restes bloqué là-dessus, tu es foutu. Mhm. Mais en fait, mettre la balle dans le filet, louper le match, est-ce que c'est un échec? C'est quoi l'échec? C'est abstrait. L'échec, c'est un concept. Ouais. C'est juste que t'as pas, soit tu n'avais pas la bonne position, enfin tu connais mieux que Ouais, moi c'est les un fait de techniques, jeu. On pourrait soit tu peut-être dire étais que c'est mal un fait de placé, jeu. Puis voilà. soit tu n'as pas regardé au bon endroit, soit c'est juste un processus qui n'a pas été exécuté de manière optimale. Donc, la prochaine fois, tu modifies le processus, puis peut-être tu réussis, puis peut-être tu réussis pas. Mais l'échec en soi, et puis quand les gens commencent à comprendre que, en fait, l'échec en soi n'existe, il n'y a rien dans le monde où tu prends ça, tu dis ça, c'est l'échec. Mhm. Ça n'existe pas, l'échec, Non. c'est un concept. Ouais. Quelque chose qu'on réussit pas, qui aboutit pas, c'est juste la conséquence d'un processus. Mhm. Quand tu comprends ça, tu commences à te détendre par rapport à réussir ou à échouer. Oui, alors après, en plus, dans des sports comme ça, tu risques pas ta vie. Si tu descends la Streif et puis que tu te rates, C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Ça, mais on reste quand même dans cette notion, dans l'absolu, pour moi, l'échec, en fait, c'est un concept. Ouais. C'est ce qu'on met sur, finalement, l'aboutissement d'un processus qui ne correspond pas au résultat qu'on a obtenu, à ce qu'on s'était fixé comme objectif. On dit c'est l'échec. Ouais. C'est juste que le processus n'a pas été optimal, c'est tout. Tout à fait. Tu changes le processus, puis basta. Ouais. Ça, Ouais, c'est puis- vraiment la puis- différence entre mindset fixe et mindset de croissance. Ouais, puis tu reviens. De toute façon, ce qui est passé. Tu peux pas revenir de. Plus. Alors, tu peux retravailler, comme tu disais, ta position parce qu'elle était peut-être pas optimale, ton timing, ce que tu veux. Mais voilà, de toute façon, tu peux pas remonter. Hein. Ouais. Le Ouais. radar, tu t'es fait flasher, tu t'es fait flasher. Hein. C'est comme ça. Moi aussi, par rapport, avant d'entrer dans le 4e set, c'est jamais trop tard finalement, et c'est jamais presque trop tôt pour travailler son mindset. Ouais. Alors, c'est vrai que, comme tu parlais avant, ça devrait être enseigné à l'école. En tout cas, bon, je sais qu'il y a des écoles un peu spéciales comme ça, mais qui font méditer aussi les jeunes, qui leur apprennent très vite, les enfants, à déjà calmer l'esprit. Donc, développer une mentalité de croissance, je pense que ça devrait être effectivement utilisé comme outil dans justement la manière d'encourager les enfants. Ouais. Mais il devrait presque revoir tout le système, quoi. Ouais, on ne devrait pas sanctionner par des notes. On devrait noter l'effort fourni. Ouais. À un moment donné, bien sûr qu'il faut produire un résultat. L'évolution de chacun, parce que tu peux société progresser. matérialiste, il faut produire, il faut, il faut réussir, etc. Mais très jeune, un bébé. Et ça, c'est aussi intéressant parce que en faisant un petit peu des recherches en vue du sujet qu'on allait aujourd'hui, j'ai quand même voulu un petit peu creuser ou peaufiner. La question que je cherchais, c'était est-ce que on est né, est-ce que c'est inné, le mindset de croissance ou pas, ou est-ce que... Et puis il y a je ne sais plus maintenant le nom de l'autrice, mais une femme qui a écrit un livre qui suggère nous sommes tous nés avec un mindset de croissance. C'est tellement évident. Ouais, tu regardes les bébés, les enfants, les petits, ils vont jamais dire j'arrive pas. Ils vont peut-être s'énerver, criser mais ils vont recommencer, ils vont réessayer. Ouais. Papa, pourquoi? Explique-moi. Pourquoi? Papa, pourquoi? Ils n'arrêtent pas. Je veux dire, jamais ils se fatiguent. Nous, ils nous fatiguent peut-être des fois, mais... Donc, en fait, on est avec toutes les facultés du mindset de croissance. C'est tous les conditionnements. C'est tout ce que les parents vont dire après. T'es un mauvais garçon, t'es une mauvaise fille, t'es nul en maths, etc.
Il faut travailler, il faut travailler. Alors oui, il faut travailler, mais pourquoi? Pour réussir. C'est pas travailler pour essayer de faire juste ou pour essayer de comprendre, pour essayer d'apprendre. Enfin, Ouais, donc, d'essayer de te développer, tout simplement, en tant ouais. qu'être humain qui fait partie Donc, dans tout. les Mais influences que tu donnes avec le vocabulaire que tu utilises, la manière que tu influences les enfants, et les éducateurs, les enseignants devraient être conscients de ça et devraient aussi apprendre à le faire. Ça, c'est tout le travail de Carol Dweck, justement. ouais. Passionnant. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mindset, qui a développé votre mentalité aussi, qu'on trouve en français aussi traduit, très intéressant. Sauf qu'il y a justement la confusion de traduction, on retrouve état d'esprit pour Ouais, Mindset dans ouais, le livre en ouais, ouais. français, mais le livre en anglais est certainement plus juste, plus précis. Et puis, il n'y a pas d'âge, ça c'est la bonne nouvelle aussi, parce qu'avec les recherches aujourd'hui sur justement la neuroplasticité, ben, on s'aperçoit que jusqu'à un âge très, très, très avancé, on peut modifier les connexions Oui. neuronales, on peut développer justement des nouveaux chemins neuronaux, donc faire évoluer la mentalité, le mindset. Ouais, c'est d'ailleurs ce qui est de plus en plus proposé aux personnes, aux seniors plus. Thérapeutiquement, Tout ouais, à je fait, pense. c'est Ouais. d'apprendre chaque année d'autres choses, de continuer à se Oui, développer, que ce oui, soit, tu as aussi dit, oui, tout le côté physique qui est tellement important aussi. oui. Et comprendre qu'une fois de plus, ça part par une santé qui est holistique, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Ben, ça me permet de rebondir justement qu'il n'y a pas d'âge pour cela et puis d'avancer dans notre podcast Wildcard avec le 4e set, Olivier, et de revenir sur le côté un peu plus mindset familial, puis sportif, puis professionnel. Euh, déjà, comment le mindset des parents peut influencer le développement du mindset des enfants? On en a un peu parlé parce Ouais, que tu l'as dit à titre privé, un peu comment ouais. ça s'est passé chez toi, mais de manière générale, tu vois ça comment? Bah, franchement, j'ai pas de réponse absolue parce que bah, c'est clair que la façon de penser des parents a une influence sur les enfants. Des parents qui sont tout le temps négatifs, tout le temps en train de critiquer, tout le temps mettre la faute sur les autres. Tu sais, il y a d'autres modèles aussi hein, qui ne sont pas exactement liés au mindset, mais quand même, si on prend l'analyse transactionnelle, je ne sais pas si tu connais les postures OK, pas OK, etc. Euh, des parents qui vont élever les enfants dans la posture ben, je suis OK, t'es pas OK, entre guillemets, je ne vais pas tout expliquer là maintenant, mais que dire, quand ça ne va pas, c'est toujours la faute des autres. Ah, ok. Donc, ça va être la faute du prof, ça va être la Ouais, faute de. oui, Il va falloir ouais. aller parler aux parents du gamin qui. Eh ben, ça va créer quoi? Ça va créer quelqu'un, un adulte après, ou un jeune adulte, qui va toujours penser que c'est la faute des autres. Donc, bien sûr que ça a une influence énorme, la manière de penser. Après, ce qui est important, c'est surtout la manière de se comporter, parce Ouais. que L'exemple. les enfants, ils n'écoutent pas forcément ce qu'on dit, mais et tous les petits, ils vont modéliser. Ils vont Ouais. modéliser. D'ailleurs, tu vois, je sais pas, tu as peut-être aussi observé, mais on voit très très bien dans des familles qui passent par exemple des phases difficiles, ou bah, tu vois, surtout les enfants, c'est des éponges énergétiques, des éponges émotionnelles. Tu vois avec l'éthique de langage aussi. Alors ça, c'est du mimétisme, ça Ouais. c'est de la modélisation, mais je parle même de... Tu as des enfants qui peuvent tout d'un coup être très déstabilisés parce que entre les parents, ça va pas. Mhm. Ou tu prends bah, même typiquement des situations de divorce où les parents s'entendent pas et les gamins, ils dysfonctionnent parce que les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Enfin, je veux dire, ça a une influence énorme. Après, l'être humain est un être autonome à la base. Et puis, bah, tu vois, les petits qui modélisent, après les ados qui vont faire tout le contraire. Ouais. Ils vont faire tout le contraire des parents, ils vont voir aussi, ils ont besoin de s'émanciper, ils ont besoin de tester les limites, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai de la peine à dire à quel point la mentalité des parents va influencer les enfants. Et c'est ça qui est important aussi de dire aux parents, c'est de dire, fais toujours du mieux que tu peux, mais tu n'as pas le pouvoir sur ce que ton enfant va devenir, ni la responsabilité. Tant que tu as fait tout ce que tu as pu pour amener le meilleur environnement possible à son... Et le meilleur, ça ne veut pas dire les meilleures études, ça ne veut pas dire... Mais déjà, un environnement sain, Ouais, c'est des ça. discussions quand ça va pas, prendre les choses, c'est pas facile, hein, Communiquer, amener de l'amour, enfin les choses. mais donc, bien sûr que le mindset, si les parents avec un mindset de croissance vont favoriser le goût justement de l'effort, d'essayer, prendre des risques, ouais, ça va certainement favoriser le développement de l'enfant. Ouais, après, ouais, justement, quand je parle aussi les stratégies qu'on pourrait essayer de proposer au niveau familial pour avoir un mindset positif. Moi, je donnais souvent l'exemple, typiquement, si tu es à table, le repas,
tu parles de choses plutôt agréables, de choses positives, de projets, que plutôt de ce qui ne s'est pas bien passé, etc. Parce que tu vas moins bien le digérer, tu n'auras pas envie de rester longtemps à table, tu ne vas pas être concentré sur ce que tu manges et tous ces nutriments auront une moins bonne valeur nutritionnelle au niveau de tes cellules. Donc, de nouveau, c'est peut-être trouver des moments où on va parler peut-être de choses moins agréables, mais quand même d'avoir toujours qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine et de faire des petits bilans comme ça. Je pense qu'il y a des familles qui le font, je le sais. Il y en a, elles ne connaissent pas du tout ça, donc elles ne vont de toute façon pas le faire. Et puis, on va tout le temps te tomber dessus sur ce qui n'est pas allé, mais peu sur ce qui s'est bien passé. Ouais, c'est hyper complexe parce que oui, déjà, tu vois, ça dépend déjà de la structure familiale parce que les familles monoparentales, par exemple, tu vois, les mamans qui s'occupent de leurs enfants, c'est chaud, hein, prendre du temps, peut-être pas pour toutes, mais quand même pour une bonne majorité, hein, avec tout ce que si en plus elles sont seules, qu'elles doivent tout gérer. Non, c'est la triple tâche. Sur le minimum. Je suis pas une maman, je sais pas, mais je suis même pas père en fait, mais voilà, je vis avec une ado aussi, elle m'accompagne et je vois que même avec toute la théorie ou les connaissances que j'ai, je suis des fois un vrai con. J'ai des fois pas du tout la bonne attitude ou les bons mots. Donc, moi, je pense c'est peut-être pas forcément le mindset en lui-même qui est fondamental, mais la santé psychologique, je veux dire, c'est de trouver des moments justement où tu te retrouves en famille, où tu passes des bons moments, puis comme tu disais aussi, des moments où on va parler des choses qui font pas plaisir, et puis poser des limites, et puis c'est de la cohérence, un cadre structurant, ce que moi j'ai pas du tout eu quand j'étais gosse. Moi heureusement j'ai pas morflé, mais je veux dire, moi ça aurait pu. J'avais pas de cadre. Oui, on m'avait dit d'ailleurs. J'avais fait une fois un test. On m'avait dit, t'as le bon profil pour. J'ai du bol, quoi. Mais tu vois, on retombe sur cette notion de sécurité de ce système nerveux qui règle tellement de choses dans le corps et dans la tête. Et le cadre familial devrait être sécurisant. Et il ne l'est en tout cas pas tout le temps, voire de moins en moins. Mais tu vois, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, franchement, alors, il y a des parents qui dysfonctionnent, clairement. Donc après, il ne faut pas s'étonner si les enfants dysfonctionnent. Ma compagne, elle est prof, elle est doyenne en plus, elle gère des problématiques. C'est souvent, très souvent, la première source de problème, c'est pas l'enfant. Hein. Oui, on est bien d'accord. C'est la même chose côté coach. Regarde le monde dans lequel on vit. Quand moi qui étais coach dans le monde du tennis, et pas que chez les adultes, mais aussi chez les juniors, je pourrais en raconter des parents qui dysfonctionnent par rapport à leurs enfants. Hein. Et ça, c'est évidemment toujours une pression constante qui est mise sur l'enfant, qui finalement peut aussi se dire, par rapport au sport, pour que je sois aimé, il faut que je fasse des résultats. Et ça, c'est une pression terrible parce que, pour avoir l'amour, parce que chaque enfant aimerait avoir l'amour de ses parents, il faut que je fasse des résultats. Et dès le moment où je performe pas, ils ne vont plus m'aimer. Et ça, c'est aussi de l'éducation dans le monde du sport qu'il faudrait donner aux parents. On dit on n'apprend pas à être parent. Oui, mais sur certains, on pourrait apprendre à être parent de jeunes sportifs et sportives. Oui, bien sûr. Alors, je pense que certainement. Et j'avais un truc en tête maintenant qui m'a échappé, mais oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est la famille, quand même. On doit déjà performer au job, on doit performer ici à gauche, à droite, etc., gérer tout ce qu'il y a à gérer. Mais moi, je parlerais presque de culture de famille, en fait. C'est les valeurs qu'on partage dans la famille. C'est cet environnement, justement, avec un peu de bon sens, avec de l'amour. C'est pas toujours facile, hein, je veux dire. Parents, on peut ne plus s'entendre, ça peut être compliqué, on peut avoir des soucis d'argent, il y a plein de paramètres à gérer, ou des problèmes au job. Donc, faire du mieux qu'on peut, et puis donner le meilleur cadre possible aux enfants. Mais je pense que le dialogue, l'écoute, être attentif, être présent, mais ça, c'est aussi par rapport au conjoint, la conjointe. Combien de fois, moi-même, je suis dans mes trucs et puis je suis pas du tout attentif, ou je parle pas de la bonne manière à ma conjointe. Je me dis, mais quel con, quoi. Après, si on s'en rend compte, peut-être qu'on peut encore progresser. C'est quand on s'en rend plus compte que ça devient plus ennuyeux. Donc la théorie, le concept, c'est joli. Oui.
Et puis après, oui, mais après, parents d'enfants sportifs, je pense qu'effectivement, les structures, sportives auraient quelque chose à gagner à proposer justement ce type d'approche. Moi, je me suis approché, par exemple, d'un ski club. Où j'ai dit, si vous êtes intéressé, on peut faire une information pour les parents. Bon, on n'a pas fait encore, ça n'a pas été encore mis sur pied, mais effectivement, comment tu accompagnes ton enfant à gérer l'échec ou la non-performance Ouais, ou ouais. Ils sont en construction de leur personnalité, Ou le succès ils se aussi, parce comparent. que tu as gagné tout d'un coup, tu te prends Bien sûr. pour Monsieur Odermatt. Ouais. Non, peut-être pas tout de suite. Ouais. Et puis, c'est très complexe, hein, de toute façon. Mais après, c'est la même chose dans le domaine professionnel. Je pense que ça influence énormément la performance de la personne dans son travail, Oui. l'état d'esprit de Oui. la personne. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est mesurable finalement est-ce qu'on pourrait dire, tiens, voilà, une entreprise, il y a 100, 200 personnes, on va mesurer le mindset des collaborateurs. Eh ben, je vais prendre mon exemple juste du job que j'ai actuellement. Enfin, Ouais. j'ai plusieurs activités. Donc, j'ai un job où je suis salarié, où je suis sales coach, enfin coach de vente. J'étais engagé par le directeur de la branche qui, lui, avait, moi, je dis un peu visionnaire, mais le but était d'aborder la vente différemment, Mhm. de passer à une notion de premium, enfin, etc. Donc, dire, c'est facile de dire aux gens vendez différemment, vendez du premium, etc. Non, il faut justement travailler au niveau du mindset, tu vois. Donc, il cherchait une approche pour changer les mentalités, pour approcher la vente différente. On s'est rencontrés, donc il n'avait pas encore la notion de mindset en tête, mais quand on s'est rencontrés puis qu'on a parlé, j'ai dit, mais il faut travailler sur le mindset. Il m'a dit, oui, mais bien sûr. Et puis maintenant, on a peu de recul encore pour l'instant, mais par exemple, j'ai donné des workshops à des gérants de succursales, plus de 120, donc un groupe partenaire, plus de 120 dirigeants de succursales, 3 heures de workshop sur justement l'introduction à ce que c'est que le mindset, etc. Et puis j'ai fait après un petit sondage sur ce qui restait. Donc je faisais un sondage juste après la formation, puis 4 à 6 semaines derrière. Et puis au niveau du mindset, j'avais plusieurs éléments que je souhaitais mesurer. Donc d'abord, est-ce que tu as l'impression que ton mindset a évolué ou que tu as changé ton mindset? Donc j'ai plus de 60% des participants, à peu près 3 heures, qui répondent oui. Et puis il y a encore au-delà de 60% parmi ceux-là qui disent ma motivation a augmenté. Et puis, j'ai eu indirectement, donc on va continuer le travail l'année prochaine avec ces partenaires-là. Puis j'ai eu des retours comme quoi les directions des ventes avaient vu certains changements comportementaux déjà. Certains disaient, alors à la fin du workshop, c'était qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire une séance team avec mes équipes tous les matins. Je vais demander tous les matins comment vont mes collaborateurs. J'ai jamais demandé comment ils vont le matin quand ils arrivent. On passe au briefing, etc. Ouais. Je prends le temps. Je prends le temps de discuter de temps en temps quand je vois quelqu'un qui va pas bien ou des trucs complètement bêtes, a priori évident, mais quand on a la tête dans le guidon, quand on doit gérer les 25 KPI qu'ils ont à gérer, qui sont sous pression toute la journée, ils prennent plus le temps sur l'aspect simplement humain, relationnel. Humain, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est une expérience très positive. Donc, les résultats, ils sont certains. Ouais. Après, si tu vas plus loin, puisqu'on est dans la culture, entre guillemets, de l'erreur, c'est-à-dire qu'on va autoriser, entre guillemets, l'erreur, puisque ça fait partie de l'apprentissage du développement. Donc, du coup, ça va encourager la prise d'initiative. Donc, tu vas développer l'autonomie de tes collaborateurs. Si tu développes un mindset de croissance, une culture de mindset de croissance, automatiquement, les collaborateurs, ou à l'inverse, si tu as une culture mindset fixe, ça veut dire que l'erreur va être réprimandée. Ouais. Personne ne va prendre des risques. Personne ne va prendre des initiatives. On va cacher la merde au chat, pardon du terme. On est en train d'enregistrer. Mais... tandis que si tu es dans une culture de l'erreur, où tu permets l'erreur, bien sûr, peut-être pas 10 fois la même, mais non, ça dire, OK, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie. Donc, on va essayer des nouvelles choses, on va essayer de chercher de nouvelles solutions quand ça ne marche pas. On va pas toujours réinventer la roue, mais ça veut dire que tu vas en même temps donner l'opportunité aux gens de proposer, d'essayer. Donc, tu vas développer l'autonomie. Automatiquement, tu développes l'engagement des collaborateurs, la motivation. Donc, le turnover va aussi forcément diminuer. Et puis les leaders, les managers qui ont un mindset de croissance, c'est des personnes justement qui vont encourager les collaborateurs à ces initiatives-là. Donc c'est plutôt des gens qui sont soutenants, qui sont encourageants, qui sont motivants, stimulants. Donc ils auront les équipes aussi acquises plus facilement à leur cause. Oui, c'est ça. C'est plutôt qu'ils se ressemblent, ça semble. Donc tu y gagnes au niveau team, tu y gagnes
toi-même, en tant que manager, pour moi, justement, un vrai leader, parce que t'es manager, tu n'es pas forcément leader. Tu peux être C'est leader vrai, sans être c'est vrai. manager, et puis souvent, on mélange un peu tout ça. Mais le charisme ou le leadership naturel, il est aussi lié à cette notion de Ouais. mindset de croissance. Oser prendre des risques, oser faire différemment, sortir des sentiers battus, Ouais, c'est là que tu fais la différence. Ouais. certainement. Bon, on va arriver au 5e set, hein, parce que le temps passe. Ah, c'est un long match, hein. Ouais, c'est un long match, effectivement. Qu'est-ce que ce serait pour toi le plus grand enseignement que tu as appris sur le mindset, justement, au cours de ta carrière maintenant, sur ces dernières années où tu as développé ça? Eh ben, alors je vais parler de mon expérience Oui, personnelle parce oui, que oui, justement, c'est le but. j'ai 2 anecdotes, mais j'en ai une Ouais, ces derniers temps pour répondre à ta question directement, puis j'en ai une autre aussi, mais je dirais que, depuis que j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Donc voilà, je n'ai jamais été aussi c'est plutôt bien. bien Ouais, dans ma vie. ouais, Franchement, je m'éclate. Je ouais. m'éclate dans ce que je fais. Alors c'est un travail, comme tu dis, voilà, les routines, prêter attention à mes pensées, réviser mes croyances limitantes au cas où. Tu vois, avant que je travaille là-dessus, tu m'aurais invité à venir faire un interview comme ça, j'aurais balisé comme un fou, quoi. J'aurais eu peur de l'image que j'allais donner de moi, peur de dire des conneries, etc. Peut-être j'en ai dit, mais, Qui n'en dit pas? mais voilà. Et alors, tu fais une erreur, voilà, je suis pas un docteur, Oh, puis j'ai pas la même, science infuse, j'ai pas. eux non plus. Donc je Mais suis eux, ils ont détaché moins le de. droit à l'erreur. Ouais, c'est vrai, surtout les chirurgiens. C'est vrai, surtout les chirurgiens. Donc ça c'est, je dirais voilà, ça c'est, je dirais, le bénéfice premier que moi j'en retire, c'est que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie et je suis impatient de la suite. Ça c'est une des choses. Puis alors l'autre exemple qui était lié plutôt au mindset fixe que j'avais à l'époque, c'est que quand je t'avais parlé de ma colonne, etc., mon parcours au début là, donc j'avais fait aussi mon brevet de prof de ski, j'avais eu le meilleur résultat technique, j'avais été appelé pour faire partie de l'équipe à l'époque, ça s'appelait équipe suisse, Swiss Ski Demo Team. Je ne sais Ah pas ouais, si tu as eu connu ça. non. Il y a 12 places aujourd'hui, le team. J'ai regardé actuellement, donc Alpin, il y a 12 places pour la Suisse. Les représentants de la technique du ski suisse, de l'enseignement de la technique du ski suisse sur le plan international, j'avais été appelé pour faire partie du team pour 4 ans pour aller au Japon, au congrès interski du Japon. J'ai refusé. En prétextant que j'avais pas le temps, que j'avais d'autres activités, parce que je les avais comme ça, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Syndrome de l'imposteur, comme tu dis. Hmm. Alors que j'avais eu le meilleur résultat. J'ai pas été appelé par hasard. C'est fou, hein? Et là, je m'étais dit, après coup, j'avais vraiment quand même regretté, quoi. Bah, évidemment. Mais j'avais un tel mindset fixe, j'avais peur de sortir de ma zone de confort, Ouais. j'avais peur d'échouer, il fallait absolument que je réussisse, donc je prenais pas de risques. Ouais. Donc je n'allais pas faire des choses, j'allais me mettre en danger. Bah, peut-être Euh, que si ton père avait été le père Williams, tu serais allé en disant je vais gagner. Écoute, mon père, il a été un peu comme ça, mais pas forcément de la bonne manière. Ouais, C'était mon entraîneur à c'est ski, pour- hein. ouais, ouais. Mais c'est aussi pour Ouais. ça que j'ai pas été loin. Oui, bah, Pas que mon c'est père ce était que mauvais, j'ai mais cru j'avais une telle comprendre. pression. Ouais, bah, c'est vrai. Pas la bonne pression, on va dire. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'était la pression que je me mettais moi. Hein. Ouais, Attention, ouais, c'est ouais. pas une critique à mon père. D'accord. Bien qu'il n'y avait Ouais. pas forcément à l'époque la pédagogie ou justement la connaissance sur le mental d'aujourd'hui, quoi. C'est clair, c'est clair. Ça, c'était les deux anecdotes. Donc. Ouais, c'est les deux ouais, anecdotes. ouais. Ouais. Il y en a plein après. Oui, oui, ça, j'imagine bien. Et quelqu'un qui serait bloqué, qui se sent bloqué dans son mindset pour son développement personnel, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Peut-être mis à part de venir te voir ou de lire peut-être certains livres. Ouais. Bah oui, mais ouais, il y a plein de choses à faire. Encore une fois, je pense qu'il faut être conscient que c'est un travail. Il Ouais. faut être prêt à faire l'effort pour changer. Mais à partir de là, moi je pense que c'est bête un peu, mais cette histoire de journal de bord, journal intime, de passer sa journée en revue, puis avec un objectif précis, Oui. en analysant le type de pensée que j'ai eu ou le type de croyance que j'ai eu au cours de la journée. Tu vois, combien de fois je me suis... Ou alors, justement, si tu travailles sur le syndrome de l'imposteur ou sur le dire je suis pas capable, je mérite pas, etc., tu dis ok, je vais travailler là-dessus, puis je vais essayer de me rappeler combien de fois dans la journée je me suis dit ça. Déjà pour identifier le type de croyance limitante que tu peux avoir. Et puis après, c'est de confronter en fait cette croyance. C'est-à-dire soit en recherchant en fait des situations, des expériences où ça n'a pas été le cas, Mhm. parce qu'en fait finalement,
moi, quand j'avais des problèmes de confiance en moi, il y a plein de moments où j'avais quand même eu confiance en moi. Sauf que je ne les mémorisais pas, celles-là. C'est clair. Donc, Parce que c'était normal, finalement. donc c'est ce qu'on appelle créer de la dissonance cognitive, c'est d'aller Ouais. chercher les expériences contraires. Ouais. Puis après, d'aller peut-être aussi, avec même des amis ou des personnes qui peuvent rester neutres, on va dire, ou objectives. Voilà, quand on est très proche, c'est difficile parce qu'on est peut-être lié émotionnellement, mais de demander déjà comment les personnes nous perçoivent, parce que souvent, on n'est pas perçu comme on pense, l'image qu'on Tout a à de fait. soi-même. Ça crée aussi une autre forme de dissonance cognitive. Après, tu peux aller voir un thérapeute, et puis la lecture, s'intéresser justement à toutes ces approches, ce qui touche au mental, des Ouais. lectures, justement les Là, neurosciences. c'est vaste Il aussi. y a Hein, plein de parce choses, que- sciences cognitives, Ouais. des programmes de développement personnel, enfin, il y a énormément de choses. Mais il y avait une référence dont tu avais parlé d'une dame, il me semble. Peut-être qu'on peut retenir ce Alors, livre. le professeur Carol S. Dweck, D-W-E-C-K, Ok, Dweck, ouais. professeur à l'université de Stanford, elle a plus de 70 ans aujourd'hui, je ne sais pas si je crois qu'elle est encore active. Elle a écrit justement un premier livre en anglais, enfin oui, je crois que c'était le premier, mais Mindset. Elle a fait beaucoup de recherches justement sur cet aspect-là. Ouais. Ces notions de mindset de croissance, Ouais. mindset fixe. Il y a un livre justement qu'on trouve traduit en français qui s'appelle j'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition, moi j'ai pris la nouvelle. C'était Changer l'état d'esprit, la première édition, mauvaise traduction malheureusement, Ouais. ou avec une certaine confusion. Et puis là, le titre a changé, c'est oser réussir, changer votre mindset. Mais quand on retombe dans la table des matières, on parle que d'état d'esprit. Ouais, d'accord. Mais voilà, Ouais. dans le fond, le contenu il est intéressant. Si on peut avoir la version originale, c'est vraiment intéressant. Les podcasts de Andrew Huberman. Ok. Huberman. Ouais. C'est sur la neuroplasticité. Après, il y a des approches. Hein. Il y a tous les travaux de Robert Dills sur justement la modélisation des facteurs de succès, Success Factor Modeling. Il a développé justement une approche Success Mindset Maps. Moi, je me suis aussi formé là-dedans. Et maintenant, il y a des méthodes aussi d'accompagnement du changement par les neurosciences. Ouais. Neurochange Institute aussi qui propose des choses incroyables. Il y a plein d'instituts aussi dans les neurosciences qui proposent des choses avec des outils. Bien sûr. Alors, ça dépend jusqu'où on veut Ouais, approfondir. c'est ça. Et puis, pour finir, cher Olivier, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose? Quel est le meilleur programme pour développer le mindset? Ton programme. Craque ton code. Craque Non, ton code, blague à part. ça, c'est ton projet. Ouais. Tu as commencé à développer en 2024 et puis que tu continues. Ça fait plus longtemps que je travaille dessus. Ça fait bientôt 10 ans maintenant que je travaille, mais qui finalement a pris forme ces 2 dernières années, où je réunis justement toutes ces approches-là pour proposer un programme de justement craquage du code, reprogrammer en fait ces choses-là. Non, blague à part. Pas que blague à part, parce que c'est vrai que le projet est ambitieux. Oui, en plus, puis bon, voilà, j'ai aussi des craqueurs de code, enfin des personnes qui ont à leur niveau aussi transformé certains aspects de leur vie ou atteint certaines choses. Ce projet à développer. On aura l'occasion sûrement d'en reparler un jour. Bien sûr. Écoute, c'était un beau match déjà. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est déjà long, donc les questions, on a déjà pas mal couvert. Il y en aurait des dizaines de questions, mais... Il y a une question que tu n'aurais pas aimé que je te pose? Si j'avais un mindset fixe, j'aurais pu dire quelque chose. Non, écoute, je pense que... j'espère surtout que les auditeurs ont trouvé quelque chose d'intéressant dans notre... Oui, alors je pense qu'on se rend compte à quel point tout ça, c'est vaste. Une fois de plus, c'est pour ça que je trouve que la fameuse santé holistique globale, pour moi, on serait plutôt un corps sain et des organes sains amènent à un esprit sain. On a parlé de tout cet ensemble de choses. On a parlé de choses peut-être aussi qui pourraient être un peu plus spirituelles. On a parlé aussi, je pense, qui est important, c'est vraiment tout ce qui est lié à notre environnement, l'entourage. Très important. C'est des choses fondamentales. Justement, sur quoi ou comment travailler le mindset, justement. Ça, c'est plus difficile. Mais en fait, on a remarqué aussi dans les dernières études en neurosciences que en fait, notre cerveau, on prend beaucoup de notre environnement. Oui. Donc, autant choisir un environnement qui est favorable. C'est ça. Et il y a une chose qui est très intéressante. On est passé un peu par le burn-out, qui n'est pas tout à fait la même chose que la dépression, mais je lisais dernièrement un livre assez passionnant aussi sur le cerveau. Et dans les choses qui créent la dépression, c'est la solitude.
Et c'est passionnant parce qu'il y a tout un domaine qui est lié à ça. Et quand on voit l'époque Covid, tout ce qui s'est passé, et qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent esselés, aussi bien chez les jeunes, hein, j'ai aussi parlé de ce cas de suicide, mais il y en a de plus en plus, plus les personnes âgées, etc., etc. En fait, l'être humain est un animal social. Ouais, j'allais dire. Et ça, c'est aussi quelque chose de super important. Et de créer ces bons liens, c'est quelque chose de tellement important et qui de plus en plus devient compliqué. Et surtout qu'on se construit par la relation. On se construit que à travers l'autre. Oui. D'ailleurs, si tu ne m'avais pas invité aujourd'hui, il n'y aurait pas eu... Oui. Voilà, cette opportunité ou le plaisir c'est ça. de à nouveau échanger et parler du sujet qui me permet, moi, d'encore aller un peu plus loin. Oui. Et si on peut retenir sur l'heure 30... peut-être 3 choses, c'est déjà 3 choses de gagner. Tu vois, dans l'état d'esprit, moi, quand j'ai commencé à entraîner, puis j'ai eu la chance et j'étais sûr à l'époque pourquoi j'allais donner des conférences pour la Fédération internationale de tennis avec mon anglais plus que moyen, etc. Je l'ai fait, ça a très bien passé, mais je me sentais tellement pas légitime de faire ça et de se dire toujours que tout est vraiment possible. Et si tu y vas, tu crois en toi. Et puis, après, ça amène à des gens à connaître d'autres personnes. Et puis finalement, à te développer, à partager. Hein. C'est cette notion de partage, pour moi, qui est fondamentale. Et là, ce que j'avais beaucoup appris dans ce développement, c'était souvent les Américains. Ils vont te dire, tiens, il y a eu 1 heure de conférence pendant 55 minutes. Il y a eu 5 minutes intéressantes. Ça valait la peine parce que j'ai appris quelque chose. Alors que nous, dans notre mode de fonctionnement, si tu fais 1 heure de conférence, pendant 55 minutes, c'était cool, puis il y a eu 5 minutes pas top, on va retenir les 5 minutes pas top. Et ça, je trouve ça assez intéressant, cette différence de pensée. Donc voilà, après, je ne dis pas que le modèle américain, c'est le bon modèle, hein, en tout cas pas, mais au niveau, en tout cas, du modèle de pensée, il est plus sur un mindset de croissance. Et moi, je trouve que nous, on a un mindset quand même en Suisse. Je pense que là, la France, vu que je côtoie quand même pas aussi la France, des fois, qui est quand même assez fixe. Je pense que c'est lié aussi au confort de vie. Hein. Si on n'a pas l'obligation de sortir de notre zone de confort, ça aussi, hein, certainement. Pas forcément, logiquement, de raison de développer notre mentalité. Après, je te dirais que les profils et les tempéraments, on sait que c'est pas les mêmes tempéraments et ça, c'est aussi passionnant selon les pays, selon les États, selon les cultures. Ça, c'est mesuré aussi. En tout cas, Olivier, merci infiniment pour ce partage. Ça aurait été un des plus longs pour l'instant de podcast qu'on a enregistré. Merci à toutes et à tous, à nos auditrices et auditeurs d'avoir suivi ce nouveau podcast sur le mindset. Et vraiment, j'espère que vous allez pouvoir retirer, même si c'est 3 choses, mais de faire en sorte que ça vous fasse évoluer, progresser et d'avoir ce fameux mindset de croissance et justement pas un mindset fixe. À très vite sur un prochain podcast avec BN Nutrition.